On voit pas ça souvent, un combat qui a été arrêté avec un coup de pied d'un chenol, on va se le dire, directement dans le coquille. Chenol. Solide démonstration de jiu-jitsu de Camilo Haviland. On le connaissait comme un bon striker. Ouais, pas un chef-d'œuvre architectural, là, Pat, là. Ça va être un shit show. Bon shit show. Lewis sera jamais capable de suivre le rythme. Bienvenue au Chaos Show, 24e épisode. Premièrement, bonne fête. Hey, merci. En retard. Ah, c'était ma fête. Ouais, c'était mardi. Mardi. Dernière année dans la trentaine. Ah ouais, t'es proche d'être fini. Là. Ça achève. Ah, le plus beau est passé. Moi, je suis fini, fait un bout, là, mais... Hey, encore une fois, merci de nous avoir suivis, de nous suivre sur nos plateformes YouTube. Beaucoup de monde qui nous regarde là-dessus. On a des gros visionnements. Merci beaucoup. Facebook, encore une fois, on monte. On est rendu à 4003. Ouais. On aimerait ça atteindre le 5000 avant la fin de l'été. Ça serait vraiment cool. Ça serait malade. L'application aussi également. L'application Chaos Sport. Vous pouvez écouter ça partout. Pat, t'as un beau chandail? T'as un beau chandail? Qu'est-ce qui arrive? Si vous avez écouté La poire et le fromage, la semaine passée, il y a 2 semaines, Max Talbot a mis mon casque de boxe, puis il a dit qu'il puait. Fait que là, j'ai mis son chandail de La poire et le fromage. Ça sent pas bien mieux, mon Max. Ça sent pas meilleur? Non, c'est moyen, hein? Moi, il l'avait oublié dans son sac de hockey avec ses gants tout moisis. Tu sais, on tourne La poire et le fromage, j'ai tourné dans le même local que le Chaos Show, puis quand on est rentré, j'ai vu le chandail à Max, il y a une odeur qui était... Oui, j'ai dit, garde, on va le mettre à l'envers, juste pour que tout le monde le voie. Ça me fait tousser. Ben oui. Passe-moi l'enlever. Fait qu'on y va avec la première round. Round 1. Première round, Matt, on va commencer avec ce qui s'est passé ici au Québec. Ouais. Un gros gala au Casino de Montréal, Samouraï. Des grosses victoires du monde qu'on attendait. Pas des grosses surprises, mais des solides performances. Ouais, exact. Ça a été un gala haut en couleur. Beaucoup de finish. Beaucoup de soumissions. D'ailleurs, les amateurs de sol et du jiu-jitsu ont été servis. Notamment avec la main event, là, Mick Dufort qui est allé d'une grosse soumission sur son adversaire. Soumission qui est arrivée au 3e round. 4e finish de suite pour Mick. Fait ce qu'il faut. Tu sais, ça a été... Bon, c'est un easy win. Ça n'a pas été compliqué. Non, mais il s'est fait flasher. Il s'est fait flasher, mais encore... je trouve pas que c'est mauvais, ça. Non, il trouve le moyen de revenir. Il trouve le moyen de revenir, puis tu vois que et même s'il se fait toucher, il se décourage pas, puis il continue. Quatrième finish de suite, t'sais. Et c'est ça, tu sais, là, on sait qu'il travaille bien gros pour se faire signer avec l'UFC, là, mais c'est ça que l'UFC veut. Tu sais, là, mettons, là, il amène Michael Dufort, là. On s'en fout contre qui s'est battu, là, qui avait une fiche pas très bonne. Là. Mais il va dire, hey, il est sur 4 finishes de suite. Le Canadien de badass, ou je sais pas trop quoi son nickname, mais peu importe. T'sais, ça, c'est vendeur là, pour l'amener. Là. Tout à fait. Puis, même pour les gens sur place, ça donnait tout un show. L'ambiance, je l'ai réécouté en reprise. Là. J'étais à un autre événement pendant ce temps-là. J'ai écouté en reprise. Ça avait l'air électrique dans la salle. Là. Le Casino de Montréal, c'est une belle petite salle. Hein? Ouais. Il rentre pas tant de monde. En bas de 1000 personnes, mais t'entends tout le monde. Là, fait que c'était vraiment... électrisant, comme je dis. Oui, on veut jamais voir un athlète se faire flasher comme ça, mais il essaie de provoquer des choses. Il s'est pas fait flasher parce que son adversaire était donc supérieur. Il allait à la guerre, il essaie de provoquer des choses. Fait que dans ce temps-là, comme tu dis, ça fait partie du jeu aussi. Puis l'UFC, c'est ça qu'ils veulent. Un gars électrisant. Ben, ils veulent un spectacle. C'est sûr que... Michael, il va pour le spectacle. Ouais. Encore une fois, il faut faire attention. On l'a vu par le passé, avant... il s'est peut-être fait avoir justement parce qu'il voulait donner trop le spectacle, puis il n'utilisait pas ses forces. Ses forces, c'est un bon lutteur, c'est un bon gars au sol. Ouais. Il n'est pas un mauvais debout, mais c'est pas sa spécialité. Puis des fois, il a voulu y aller toe-to-toe avec les autres, puis il s'est fait flasher comme en fait ça. Sauf qu'il est revenu à ses instincts, il finit avec un bon étranglement arrière. Voilà, comme tu dis, il doit se concentrer un peu plus sur ses forces. Le spectacle, c'est beau, mais on sait ses performances comme Carl Popolek ou Jesse Ronson à l'époque. Puis tu sais, je veux pas voir Mick se faire flasher trop parce que ça laisse des traces à un moment donné. Oui. Fait que, bref, mais toute une victoire quand même. En demi-finale, notre chum Johan Lainez, malheureusement, blessure au genou face à Patty. Il y a eu ses moments. Oui, il y a eu ses chances quand même. Il y a eu ses chances. Ce que je me questionne, c'est qu'à 195 livres, il y a eu un petit problème avec sa balance, je pense, chez eux, mais tu as eu quand même 3 livres over. Il a fallu qu'il fasse le poids. Ça a été dur. Ça a été difficile. Et
il y a eu une bonne charge pendant les 30 premières secondes, mais après ça, on a vu vraiment que la tank à énergie a baissé beaucoup. Là. Fait que je sais pas si c'est un bon poids pour lui à 195 livres. Oui, il coupe moins de poids, mais c'est de la masse à traîner quand même. Là. Ben, deux choses, donc justement, traîner cette masse-là musculaire. Tu sais, oui, la coupe de poids peut paraître moins difficile, puis finalement, elle était quand même difficile, mais bref, on se sent peut-être plus puissant, mais tu sais, pensons à Johan, il est parti dans l'UFC à 170 livres. À 170 livres, une force de frappe incroyable. En plus, il est monté à 185 livres. Sa force de frappe le suit, mais tu vois que ça diminuait quand même. Tu sais, veux pas, c'est la force des choses. Ben, les bonhommes, chaque fois que tu montes de catégorie de sont plus gros, ta force de frappe a moins d'impact. Là, à 195, Patty, là, il était pas petit dans l'octogone. Non. Honnêtement, c'était. Ouais. Puis il était pas mauvais. Il était capable de prendre une shot, là. Oui, parce qu'il y a eu une bonne charge, 2-3 bonnes charges de Johan qui l'a clippé 2-3 fois. Ouais. Il s'est retourné là, il partait à arrêt. Johan, tu le sais, il a toute une force. Il a toute une claque pour une bonne. Puis là, ça tombe pas. Fait faut faire attention avec ces mouvements de catégorie-là répétés. Ouais. Je pense qu'il a atteint la limite d'où il peut monter de catégorie. Là, ouais, puis peut-être à la croisée des chemins aussi, à savoir ce qu'il veut faire dans sa carrière en arts martiaux mixtes. Veut-tu continuer? T'sais. Fait que il y a peut-être ça là-dessus. Quand ton corps commence à te laisser tomber, si t'es fait opérer au genou, c'est exactement le même genou. C'est exactement le même genou. Malheureusement, tu sais, t'as regardé l'arbitre et dit mon genou il va pas bien, puis là, finalement, ça s'est terminé de la sorte. Ouais. Tu sais, il y en a. Puis je vais faire attention à ce que je vais dire, mais il y en a qui, même s'ils ont mal, ils se font fendre ou ils vont continuer quand même. Tu vois, est-ce qu'il y a encore ce désir-là d'être dans l'octogone malgré une blessure, malgré qu'il y a mal, malgré que de se battre avec juste une jambe, peu importe. C'est là qu'il faut se poser la question parce que c'est un sport qui est dangereux quand même. Il faut tirer à 100%. C'est sûr, puis il y a une question de contexte. T'sais. Cette même blessure-là survient contre son dernier adversaire, Jordan Mein, que c'est peut-être une porte d'entrée pour retourner à l'UFC, ou le combat, ça survient à l'UFC, peut-être. Mais tu sais, quand t'es rendu à Samouraï, on se le cache pas, un peu plus en fin de carrière, avec... tu sais, ce combat-là était pas pivot pour lui, pour quoi que ce soit. Peut-être, justement, c'est « Hey, fuck, mon genou vient de lâcher », puis c'est un genou qui s'était fait opérer il y a quelques mois seulement. Ouais. Là, c'est pas la même chose, il s'était fait opérer au ménisque. Là, on dirait que c'est sa rotule qui a bougé. Comme tu dis, Johan, ça paraît pas, mais il avance dans l'âge, puis il y a eu quelques petites blessures comme ça qui le suivent. Bref, j'ai parlé, il était déçu, justement, je l'ai vu le lendemain. Le lendemain, écoute, Johan, c'est tout un gars d'une résilience incroyable. Ouais. Le lendemain, là, il est en train de donner les cours de kids, de jiu-jitsu à 8h, à 9h le matin. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien. Il avait son genou amoché, j'ai parlé. La déception est là, mais il y a des questions à avoir après pour la suite, là. Antoine Chaput, qui est allé d'un violent knockout face à son adversaire. Puis là, il fallait s'attendre. 5 victoires de suite, 4 finishes. Pris le micro, on s'en attendait. Calé du fort, c'était une évidence. Hein. Mais j'ai adoré comment il l'a calé. Ouais. Ça, c'était respectueux, c'était bien fait. Il est pas allé de « Hey, mec du fort, tabac. » Tu sais, il n'a pas sacré, c'était pas ordurier. C'est juste logique. Tu sais, si tu parles en combat local, peut-être que Dufort n'est pas là, parce que quand ils ont posé la question à Dufort après son combat à lui, je sais pas, il a comme balayé la question du revers à la main. On sait qu'il pense beaucoup au UFC, mais le combat local à faire, c'est ça. Oui. Puis honnêtement, pour Dufort, c'est un combat qui est lose-lose. Rien à gagner. Chaput, extrêmement bon. Il va y donner du trouble. Puis s'il gagne, ben tu sais, ça changera rien qu'il gagne contre Chaput ou qu'il gagne contre un nobody qui est peut-être moins sur une bonne séquence ou de quoi de même. Lui, c'est l'important pour Dufort, c'est d'aligner les victoires et d'aligner les finishes. Ouais. Là, est-ce que pour lui, le rendu ce qui est dans sa carrière, aller d'une guerre face à un combattant local comme Chaput, pour l'organisation, c'est sûr, nous autres, on veut voir ça. Tout le monde veut voir ça. Mais est-ce que pour Dufort, c'est logique d'aller une guerre face à quelqu'un qui veut faire son nom sur ton nom, puis t'es peut-être à ça de te faire appeler? Logiquement, pour move de carrière, pour Dufort, ça n'est pas un... Je vais aller plus loin, puis je vais faire un parallèle sur le nom que j'ai nommé tantôt. C'est le même combat que ça serait que Dufort, à l'époque de TKO, contre Jason Ronson. Ronson sortait du UFC, voulait tenter d'y retourner, il était champion, avait pogné Dufort qui était plus en phase d'émergence, un peu comme Antoine Chaput. Puis Ronson avait battu en décision Dufort, mais c'est de qui on parlait après ce combat-là? Michael Dufort. Hey, il avait sorti fort contre le vétéran et tout. Fait que oui, t'as raison, c'est des combats pièges. Solide démonstration de jiu-jitsu de Camilo Haviland. On le connaissait comme un bon striker. Ouais. Deuxième, il est 4-0 maintenant, deuxième finish en carrière. Il a eu une knockout son premier combat. Là, pour vrai, c'était une belle démonstration. C'était beau. Là. C'était beau. T'sais, il s'entraîne il y a des très bons partenaires d'entraînement chez H2O, honnêtement. Oui, mais le faire en combat avec pas beaucoup d'expérience professionnelle, puis y penser, puis avoir la vitesse d'esprit.
Crème, c'était beau, là. Ouais, vraiment. Comme je te dis, ils sont vraiment axés sur le jiu-jitsu là-bas. Quand tu t'entraînes avec des Fred Duprat, Mick Dufort, Olivier Poisson, etc., nomme-les tous. Pas le choix de t'améliorer. Pas le choix de t'améliorer. Il l'a vraiment démontré, mais Ouais. tu sais, comme puriste de jiu-jitsu, c'est rafraîchissant d'en voir du beau comme ça dans un combat d'arts martiaux mixtes. Ça se peut encore. Absolument. Puis C'était vraiment incroyable. Jeune combattant qui est là, il est 4-0. C'est un gars qui se présente bien, Oui. qui parle bien, qui a une confiance en lui sans être trop arrogant. Non, c'est pas de l'arrogance. Tu sais, c'est sur la limite, mais tu te dis, là, il a confiance en lui, puis il a raison. Il est 4-0, il vient de finir solide performance là. S'enligne peut-être vers un combat pour les 145 livres, là, un title fight. Là, t'es Daniel Lafont, en ce moment, ce qui se passe, t'es content, tabarouette. T'as vraiment une petite pépinière de jeunes qui est là. Québécois. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils se battent souvent. Uh-huh. Là, c'est plus comme, ils sont 1-2-0. Non, regarde le record, tranquillement, pas vite. Ils sont rendus à 4-0, 5-0. Tu peux faire des championship fights là, dans la MMA. Là. T'en avais parlé la semaine passée, Isaac Hébert, 22 ans Bon, hein? seulement, 3-0. Victoire par soumission encore. Ça, c'en a un autre, là. Ça en a un autre. Tu sais, quand on parle qu'au Québec, ça nous prend une vitrine pour faire montrer ces jeunes talents-là. On est une pépinière de combattants, de jeunes combattants qui poussent. Il y en a tellement des bons jeunes dans tous les gyms au Québec. Ça prend Samouraï pour les montrer. Puis là, encore une fois, tu sais, pour Camilo, Isaac, Antoine Chaput, c'est exactement... Ben oui. Ça prouve ce que je dis présentement. Là. Absolument, regarde, on l'a dans les notes, mais Gianni Saint-Cyr, il vient encore d'aligner une deuxième victoire en genre 1 mois et demi. C'est écœurant. Solide clé de bras, une belle clé de bras de la garde. Je pense à ça, tout ça sans circuit amateur digne de ce nom. Je veux dire, officiel. Ouais. C'est phénoménal. Tu regardes, là, on n'a rien à rougir d'aucun État américain ou d'aucune autre province au Canada. C'est spectaculaire. On l'a toujours été, ça appartient à ton époque. Regarde, on est encore là 25 ans plus tard. C'est fou, là. Le show est bien monté. Ouais, c'est bon. Les gars Ils font bien ça. Les gars sont contents de se battre à Samouraï aussi. Je pense qu'ils sont bien pris en charge, puis sont bien traités, puis ils arrivent là. Puis Puis se battre chez vous, ça a un avantage aussi. Ben oui. Tu fais pas 10 heures de route pour te rendre, t'es dans tes affaires, tu vas peser en auto, t'es pas à l'hôtel nécessairement. Fait que c'est gagnant pour ces gars-là. Là. Il y a eu également un UFC en fin de semaine, c'était sur Fight Pass seulement à Macao. Il s'est passé plein d'affaires dans ce show-là. On en avait parlé un peu. Premièrement, Alex Perez, on voit pas ça souvent, un combat qui a été arrêté avec un coup de pied d'un chenol, on va se le dire, directement dans le coquille. Chenol! Longtemps, je l'avais pas entendu, c'est mon village. C'est notre temps, d'un chenol. Props to Saint-Narcisse, de Rimouski. Coup de pied direct d'un chenol face à Mouaderji qui était là. Il vomissait dans l'octogone. Tellement que le coup était solide. Là. Je l'ai regardé encore un matin. Revoir des reprises, quand tu vas sur TikTok, il y a 1001 reprises. Je sais. Elle J'attendais ton opinion là-dessus. Surtout, il y a un angle, tu vois très bien, là. Tu vois juste les shorts flairés. À moins que monsieur ait toute une chenole, toute une paire de chenolles, là, mais je veux dire... Mais t'es allé à l'hôpital après, je pense que c'était pour peut-être justifier, et je sais pas. Même quand il a vomi, là, Je l'avais vu, moi je l'ai vu une fois, ça, quelqu'un vomir, mais c'était des heavyweight. Les heavyweight, il avait donné, je me souviens, ça fait 10-12 ans de ça. Puis après ça, il avait montré que la coquille était fendue en deux. OK. Fait que là, ça avait vraiment cogné solide, puis il était parti à l'hôpital aussi. Mais là, j'attendais ton commentaire là-dessus, parce que moi, j'étais comme... faut que ça soit... Pour que ça soit comme ça, il faut que ça soit assez solide, là, honnêtement. Là. Le dernier qui a fait ça, c'était pas Diego Sanchez. Ça se peut, là. Sur une espèce de blessure bizarre de même. Je pense que c'était une affaire de même. Oui. Je pense que c'était ça. Bref, qu'il s'en est jamais remis. Puis là, je pense que son homme de coin, il avait dit « Hey, tu sais que t'as win bonus. Prends-le, c'est à la fin de sa carrière. » En tout cas, j'ai trouvé ça moyen, là, ben honnêtement. Kai Asakurai qui enfin fait sa première victoire à l'UFC parce qu'il y a eu des grands succès à Dream. Il a été champion, il a été passé le co à Smotherman, puis on se demandait, vas-tu finir par te débloquer, là? Parce qu'il est bon, là. Puis là, il était... C'est rapide, là. Très rapide, solide boxeur. Il était 0-2 à l'UFC. On lui avait donné des solides. Oui, on lui avait rien donné. On lui avait donné Pantoja en arrivant, là. Mais il reste que, c'était le champion de Dream, on voulait le tester. Mais on était là, vas-tu finir par en débloquer une? Puis finalement, il est allé chercher. Là. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, l'art de lancer des overruns de façon compacte, c'est drôle à dire, hein? Mais c'était malade. En marchant, moi, je trouve ça toujours beau, des athlètes debout qui sont capables de frapper de façon fluide en marchant. Pantoja, c'en est un, justement. Ça, c'était vraiment beau. Je suis content pour lui. Tu sais, ça va rafraîchir la division encore, là. Ça remet des gens dans le mix. Absolument. On parlait que c'était un gros défi pour Teixeira face à Pavlovich.
pas été trop long qu'il s'en est rendu compte, lui aussi. Pas mal arrivé ce qu'on a dit. Hein? Ben oui. Tu sais, Teixeira, moi, je me répète, contre Tuivasa, m'avait fait peur. Hey, zéro cardio. Tuivasa, il me demandait pas mieux que d'être cueilli, pratiquement. Puis il a gazé, lui, avec. Les gars, comme ça, sur le bord de la clôture. Ah, c'était pas chic. Mais un Pavlovich, ça rentre comme un train, tu sais. Ah oui, c'est en dedans de 40 secondes, 36 secondes, si je me trompe pas, là, il a knocké au premier round, ça a été assez rapide. Vraiment. Menifield aussi, face à Zhang, on avait dit que ça allait cogner, ça aurait pas été un combat extrêmement violent. Menifield qui est allé pour le finish. Oh ouais, ça, il est allé, il dit non, il cherchait le menton. Là. Ouais, exact, il cherchait le menton. 3-1 à ses quatre derniers combats. Menifield qui est reparti. T'sais, il y a eu une mauvaise séquence à un moment donné, puis là, il est comme reparti. C'est comme redécouvert, je sais pas trop, une espèce de style différent deuxième vie à sa carrière. Je trouve qu'il combat un peu différemment. Là. Je pense qu'il y va plus pour, justement, il se laisse aller, ça paraît. Puis à ce poids-là, ben, ça pardonne pas. Mais dure soirée pour les ressortissants chinois, je trouve. Oui, personne n'avait gagné jusqu'à être rendu à la finale. Exactement. Song Yadong avait le poids du pays sur ses épaules. Je sais qu'il est pesant, ce poids-là. Oui, puis c'était à Macao, en plus. Oui. Mais surpris. Est-ce qu'il a surpris Figueiredo? Ou... Je pense qu'il a surpris. Tu sais, Figueiredo, on en a parlé la semaine passée. Il est plus ce qu'il était. Il fait plus aussi peur qu'avant. Pas juste par ses performances sportives, mais je pense qu'est-ce qu'il dégage aussi. Ouais. Il n'y a plus cette confiance-là dans les yeux. Puis tu dis, oh, ça va être rough. Là. Tu dis, non, regarde, je le regarde, là, il est assez battable à cette heure. Justement, à 125 livres, il était énorme et dominant. Ouais. Puis à 135, ça s'est pas transposé là du tout. Puis même dans sa façon de se battre, il a l'air mal à l'aise dans l'octogone. Il sait pas où se mettre. Je vais-tu striker, je vais-tu lutter? On dirait qu'il parle de mixer les deux. Puis honnêtement, rien pour enlever la guillotine qui était très serrée de Song Yadong, mais quel mauvais shoot. Quel mauvais shoot. C'est un shoot head outside, tu sais, la tête à l'extérieur. Ouais. Faut que tu y ailles à 100%. Comme si tu voulais passer au travers du mur. Ouais. Tu peux pas y aller à moitié pour arrêter ton mouvement. La guillotine est là. Colin. Hey, la dernière fois que Yadong avait gagné par soumission, c'est en 2017. Là. C'est pas peu dire. Un petit bout. On savait que c'est un bon combattant debout. Puis il revenait d'une contre-performance face à O'Malley, à mon avis. C'est un combat ordinaire. C'était serré, mais je m'attendais beaucoup à plus de lui face à O'Malley. Rien pour écrire à sa mère, maintenant. Non, exact. À Saint-Narcisse. Puis là, Saint-Narcisse. Puis là, finalement, il est allé chercher cette victoire-là par soumission. Puis Figueiredo, une victoire, c'est 5 derniers combats. Ça sent la fin. Ben, la fin. Il demeure un nom dans une catégorie qui n'est pas super profonde, là, on s'entend. Ouais. Qu'il est de plus en plus, par contre, là. Mais tu sais, après le top 5, top 8. Est-ce que. Puis Moreno, on dirait que. Tu sais, Brandon Moreno était un peu dans cette même situation-là. Est-ce que tu penses que leurs 4 combats ensemble, ça leur a nuit quand même dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas affronté d'autres styles pendant quasiment 2 ans de temps? Définitivement. Moi, je suis sûr que ça a une incidence parce que là, tu peux te dire, est-ce que financièrement, ça a été bon? Oui. Est-ce que pour leur legacy, ça a été bon? Oui. Mais tu te prépares pendant 4 combats pour la même personne sur un espace de quoi? 3 ans et demi? Ish, là, ouais. Ish. Fait que pendant 3 ans et demi, t'as rien vu d'autre, t'as pratiqué aucun autre style. Oui, c'est sûr que ça l'a... Surtout dans ton prime. Puis ils étaient dans leur prime, mais ils étaient encore en phase d'amélioration. Ouais, mais tu sais, c'était pas les championnats du monde quand même. Là. Oui, c'était pas rien. Ouais. Mais oui, c'est sûr. Bats-toi tout le temps contre la même personne, t'évolueras plus. Là, t'arrives avec un nom, puis tu sais, t'ajustes rapidement. Nouvelle catégorie de poids, en plus. C'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a juste une victoire ces 5 derniers. Fait que ça va être à surveiller, honnêtement. Ce qui va arriver avec lui. Ce qui va arriver avec lui. Il y a eu Raf aussi. Raf 9. Bon, des résultats assez rapides, là. Écoute, Stevenson, je le sais, là, on s'est fait encore reprocher de dire Stevenson. On sait que c'est Stevenson, OK? On l'a dit la dernière fois. On l'a dit, c'est ça. Mais tu sais, dans le clip, la oui, fois, c'est vrai. écoute pas le show. Écoutez le show. Gable, on va l'appeler Gable. Ouais. Gable qui est passé à travers Romanov. Facilement, Puis Romanov, il a comme tapé à la fin. Je pense ça. Je pense qu'il était juste tanné. Ça brassait, là. 10-0, c'est long. Il était tanné de se faire brasser. Puis, tu sais, je regardais ça, là. Puis, tu sais, on s'en avait déjà parlé aussi, là. Tu sais, Gable, c'est pas un si gros poids lourd que ça. Tu sais, il est 6 pieds 1. Puis, t'as-tu vu son backflip à la fin aussi? Comment il est athlétique. C'est incroyable. J'ai rarement vu un poids lourd faire ça, là, tellement. Et puis, le backflip, il était pas... C'était un plus beau backflip que GSP. T'es-tu capable, toi? Hein? Ben non. Moi non plus. Fait que lui, capable, il pèse 240 livres. Oui. C'est quand même fou. Il a l'air... Je pense qu'il est plus gros qu'il a de l'air.
Ben, moi, je pense qu'il est très massif. Ouais. C'est parce qu'il n'est pas si grand pour un heavyweight. CC1. CC1, c'est Ben, grand. c'est ce qu'ils disent. Oui. Parce que ça, là, dans tous les sports d'ailleurs. Je hein, sais. on va faire un petit rappel au hockey. Là. Il y a pas longtemps, il parlait de Lane Hudson, c'est une série. Il est pas gros, il le montrait dans la chambre en combine. Ouais. Puis je pense que c'est Renaud Lavoie qui disait quiconque a vu Lane Hudson en vrai sait qu'il pèse pas 160 livres. Là. Genre, c'est un petit gars de 145, 150 livres. Fait que même pour les grandeurs, c'est la même chose. Au hockey, il juice ça. Même la longe, là, le reach dans les sports de combat, ça avec c'est romancé souvent. Des fois, ouais, souvent. Mais 6 pieds 1, je suis pas sûr. C'est pas. Mais en tout cas, on va le voir, là, il va faire ses débuts à l'UFC, là, à l'International Fight Week, le 11 juillet. Mais il est attendu, mais c'est un gars qui est sympathique. Non, c'est bizarre parce qu'il est très très proche de Jones. C'est comme deux personnalités complètement à l'opposé. Vraiment. Mais très souriant. Mais aussi. oui. Non. Il a l'air gentil. Oh, il a l'air smart. Avant qu'il te saque la volée de ta vie. Avant qu'il te mette la main dessus. Qu'il fasse un backflip après, tu sais. Mais un genre de champion. Ben, il est pas champion encore, là, on se calme, là, mais qui pourrait être un champion à la Ken Velasquez. Tu sais, Ken Velasquez, à une époque où tout le monde était énorme, c'était un petit poids lourd. Il aurait quasiment pu faire 205 livres. Ouais. Mais je pense que c'est comme une kryptonite dans cette division-là. Ça serait excellent. C'est un bon point, ouais. Covington face à Weidman. Colby qui a gagné 5-4. Bon, écoute, Colby qui est allé sécuriser un autre combat après. Évidemment, il a parlé, il a pris le micro. On en parlera tantôt, là, mais face à Tsarukyan, on a finalement faire ce combat-là. Kai Snyder, champion olympique, démoli. Là, on va le lire parce que c'est Matshatrashvili qui l'a démoli, évidemment. Snyder, c'est le champion. Quand on parle d'un gars qui a l'air je sais pas énorme, qui va garder le battre. Il a-tu l'air fort, ce gars-là? Il a l'air fort, athlétique, il est technique, tout. Je sais pas qui vont amener pour battre ce gars-là. À RAF pour battre ce gars-là. Tu sais, t'en as fait de la lutte, Pat, je veux le dire, là, il n'y a rien en forme dans la vie comme un wrestler. Non. Tout sport confondu, je pense que ça s'équivaut pas. Puis tu sais, un cardio de lutte, faut que tu fasses de la lutte. Oui, il n'y a pas moyen de l'entraîner. Non, tu vas faire un cardio de boxe, un cardio de jiu-jitsu, peu importe. Tu sais, à la boxe, si t'es fatigué, tu te déplaces. En jiu-jitsu, t'es fatigué, tu prends une position, tu stacks. Tu peux staller un peu la position. Mais en lutte, t'as jamais de break. Parce que t'es tout le temps one-on-one, tu sais jamais s'il va feinter. Fait que t'es tout le temps aux aguets. Puis c'est musculaire, t'es tout le temps. Tu forces tout le temps. Fait que tu sais, pour avoir un cardio normal de boxe ou de quoi de même, tu vas faire de la corde à lancer, tu vas aller courir ou peu importe. Jiu, c'est un peu plus de contrôle de tes émotions, un contrôle de ton cardio. L'isométrie beaucoup. Là, en lutte, si tu fais pas de lutte, c'est un cardio qui est spécifique. Ça se simule pas. Non, exactement, c'est ça. Faut t'en faire. Un cardio de lutte, c'est ça. C'est ça, c'est de même que ça s'appelle. C'est comme je vous dis, là, pour les amateurs maison, là, regardez RAF, là, vous voulez voir les meilleurs athlètes. Là, je vous dis, tout sport confondu, je suis même pas gêné de le dire. Ça n'a aucun rapport. Merab qui a dominé Frankie Edgar, c'était sûr, mais c'était le fun de voir Frankie. Oui. C'était cool. On disait notre Rocky avec ton chandail en plus. Encore une fois, Merab, je pense que c'est la 6e fois qu'il se casse le nez. Il s'est cassé le nez dans ce combat-là. Tsarukyan face à Moxley, Kellen Jameson pour son vrai nom. Moxley qui s'est quand même bien défendu en début. Là, Arman qui a pesé sa pédale. Il est capable vraiment de switcher de gear. Là. C'est incroyable. Ouais. Puis, hey, je checkais ça, Tsarukyan, depuis mai 2025, c'est son 12e combat de lutte. Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Puis là, il est planifié dans le prochain mois pour 3 autres. Dont un face à Colby, on en parlera tantôt. Ouais. Mais face à Colby Covington. Ça va être drôle. Fait que, tu sais, il y a des gros événements de RAF qui s'en viennent. On en parlera tantôt dans Hypo News. Mais dans Round 2, je veux dire. Mais il y a des gros événements de RAF qui s'en viennent. Une nouvelle incroyable de Ben Askren qui revient en compétition. Là. Moi, j'en parle, j'ai les frissons, man. Fait qu'on s'est venu au deuxième round, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, Bivol qui est allé son combat d'entraînement, son combat de remise en forme, on en parlerait. C'est drôle. On est tout le temps un peu ambivalent autour de ça, un combat d'entraînement, mais ça l'a été. Ah, absolument. Une domination complète. C'était beau. C'était bon de le revoir, par exemple. Il avait l'air en forme. Ouais, il y avait des doutes sur son dos, je pense. Là, puis sa santé. Là, semblait en forme, semblait à l'aise dans le ring aussi. Il n'a pas démontré trop de rouille. Non, ben il l'a ébranlé au premier round, il l'a envoyé au premier round au tapis FR, puis là, ça a comme dicté le rythme du combat. Puis... Je pense que c'est ce qu'il voulait faire des rounds. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça m'a laissé ça comme impression. Ouais, moi aussi. Il semblait pas tant que ça vouloir finir le combat. Puis, tu sais, comme on dit tout le temps, on se répète, là, c'est parce qu'on vient d'un autre sport. La MMA, c'est une autre façon de penser. En boxe, ça te prend des rounds.
Ouais, ben, un combat de remise en forme, si tu fais juste un round, ça sert T'as rien gagné, c'est pas un c'est combat ça. de remise en forme. Exactement. Fait que qu'est-ce qui est next, t'sais? Parce que là, la WBO a ordonné un combat face à Callum Walsh, pas Callum Walsh, excuse, oui, Callum Walsh, qui est le champion Ouais. intérimaire. Mais la pièce, Tu sais, ça serait pas mauvais contre Callum Walsh, là. non. Mais, tu sais, Beterbiev 3. La trilogie avec C'est Beterbiev. un unfinished business. Mais Beterbiev, il est pas si jeune que ça, là. Fait que Mais non, s'il mais faut- il si est ça arrivé arrive- vieux. Ouais, c'est ça. Mais Beterbiev. s'il faut que ça arrive dans la prochaine année, là. Absolument. Faudrait que ça arrive rapidement. Puis, il y a beaucoup de rumeurs avec Benavidez. Ouais. Ça serait Ça bon aussi. aussi. Je te dirais, ça s'est parlé vraiment beaucoup tout de suite après le combat. Ben, tu vois, même s'il a gagné par décision, moi, ce que j'ai vu de Bivol, moi aussi, j'ai vu qu'il a voulu faire des rounds. Je l'ai trouvé en santé, j'ai trouvé Ouais. bien, j'ai trouvé qu'il y a eu du fun. Ouais. Il Honnêtement, était souriant, il s'est battu ouais. chez eux aussi. Ouais. Je pense que Ça ça faisait lui a fait 5 plaisir. ans. Ça lui a fait plaisir. Mais, tu sais, un bivol en santé, c'est de l'argent en barre, de l'or en barre là, dans Ouais. cette division-là. Mais, tu sais, que ce soit Beterbiev ou Benavidez, je serais content. Quand moi, je dis pas que ce serait pas bon, mais je veux pas gaspiller d'années de bivol, puis sans rien enlever à Wash. Là. Ouais. Je veux rien enlever. Je veux pas gaspiller d'années quand tu as des gros blockbuster fights comme ça. Tu sais, sans rien enlever à ceinture WBO, tu sais, Bivol va dire, regarde, OK, j'avais plus cette ceinture-là, mais on m'en allait, tu sais, Luto est en fait de carrière Bivol quand Ben même. oui, là, carrément. tu sais, fait que on allait au Money Fight avec Benavidez ou Beterbiev. Beterbiev, qui va être, à mon avis, je pense, bien plus payant Ben oui, 100%. que de défendre son titre WBO. Ça prendrait un rubber match avec Beterbiev, je trouve. serait fun. T'as une win de chaque côté. Ben oui. Tu sais, Ça a été deux combats. Deux guerres, là. Deux guerres, solides, Amplement là. disputées. Là. Tu sais, Ouais. tu leur ferais 10 fois ce combat-là, il serait 10 fois bon, je pense. On là, le tu sais. regarderait Ouais, 10 fois. Carrément. Encore un autre scandale Ah, à la boxe. Ça commence à être redondant. Là. Toutes les semaines, là, on a, là, la semaine passée, c'était Usyk puis Ouais. Van Hoven. Cette semaine, combat féminin, Holly Holm, 44 ans, Holly Holm, en top shape encore. Il est arrivé sur la balance à 44 ans. J'ai fait tabarnak. Impressionnant. C'est bon, j'ai T'as vu les veines? Ouais, ça n'a aucun bon Ça a sens. toujours été quand même. Puis là, tu te dis, ah, ben, elle va être moins rapide, elle va être moins quick. Ah, non, non. Solide. Puis, elle se battait pour le championnat du monde de WBA Ouais. face à Stephanie Anne, qui défendait son titre, qui l'a défendu aux grandes dames de tout le monde, Tout le monde. qui était là. Tout le monde. Tout le monde. Personne n'avait ce combat-là du bord de Anne. Zéro. Déjà que la décision précédente était controversée. Ouais. OK, vraiment, là, ça avait fini chaotique un peu. Puis là, une deuxième fois, je sais pas c'est quoi l'affaire avec Stéphanie Anne, puis sans rien enlever à la boxeuse, elle a sûrement rien à voir là-dedans. Elle a absolument rien à voir là-dedans, mais tabac. Encore une fois, Pas de bon on dit, sens. est-ce qu'on veut quelqu'un d'un autre sport vienne vers... Mais Orléans, elle a été championne de Du boxe monde. avant Elle était championne de du monde faire du avant. MMA. Mais oui. De boxe. C'est une boxeuse qui était en MMA, Oui. fait arrêtons avec ça, là. Tu sais, c'est sous MVP en plus, tu sais, je veux dire. A pas cette étiquette-là là, de protection de la boxe pis tout. Fait que je trouve ça. C'est aberrant, c'est plate. Parce que tout le monde disait, elle a gagné minimum 7 Ouais. rounds, peut-être 8, peut-être même 9, mais minimum 100% qu'elle a rounds. gagné 7 rounds dans ce combat-là. Fait que t'as gagné assurément. Tu sais, c'est plate parce qu'encore une fois, regarde, au lieu de parler d'un beau combat, on parle d'une décision controversée. C'est vraiment dommage. Parce que c'est cyclique. Pas c'est cyclique, là, mais c'est redondant. C'est toutes les fins de semaine. C'est récurrent à chaque fois. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais quoi dire de Mais tu sais, plus? non, quoi dire de on a plus déchiré que- notre chemise la semaine passée. Parce que, tu sais, la semaine passée, tu te dis, OK, l'arbitre, c'est l'arbitre, whatever. Mais là, c'est une décision qui a aucun bon sens. Puis là c'est pas comme, on va l'expliquer, OK, il y a eu le compte, après ça... Pas de controverse, tu sais, là. voilà, y a pas- là, c'est zéro controverse. Tout le monde, même les commentateurs, étaient comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe, là? Ils se sont trompés de nom, certains, là. Tu sais, la semaine dernière, là, on va tomber dans les théories de conspiration. Là. Mettons que l'industrie voulait protéger la vache à lait qui était Usyk. On va dire. Puis je dis pas que c'est excusable, mais mettons, on va dire. Là, on est dans la théorie Ouais. de conspiration ridicule. Mais là, cette semaine, Holly Holm contre Stephanie Anne, c'est quoi tu veux protéger? Là? C'est juste de l'incompétence. Pat. C'est ce que je pense aussi. C'est terrible. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est un très bon mot, ça, l'incompétence. Amanda Serrano, qui est Elle n'a pas laissé de doute, elle. une légende. Ouais. Honnêtement, là, elle va être, ça va aller au temps de la renommée, là, c'est sûr et 100%. certain. Qui a démoli Cheyenne Hansen, qui conserve ses titres WBA, WBO et de Ring. C'est son 32e knockout. Quand on parle, tu sais, les filles n'ont pas de puissance du cas de même. Là. Elle en a. Ben, regardez Serrano,
32e knockout. Je pense qu'elle égalise. Ouais. C'est Christy Martin, hein, c'est ça? Exactement. Le plus de KO de l'histoire d'un féminin. Et maintenant, c'est la plus haute marge de record de tous les temps, toutes catégories confondues. Ouais. C'est pas rien. Puis, comme tu dis, évidemment, par la nature des choses, les femmes ont moins de puissance de frappe, moins de knockout. 32 pattes. C'est beaucoup. T'as des champions du monde qui n'ont pas ça. Là. Non. C'est énorme. Puis encore là, j'ai regardé le combat, là, t'as regardé frapper. C'était avec autorité en tabarouette. Puis au stade de sa carrière, elle y va pour le show. Elle s'est fait toucher quelques fois, mais elle est solide. Puis Colin que ses crochets rentrent. Ouais. C'est impressionnant. Au corps aussi. C'est beau d'avoir allé, là. Elle mixe le haut et le bas facilement. C'était vraiment beau. Puis encore une fois, c'est un gala de femmes seulement, encore une fois, pour MVP. La Canadienne Mary Spencer qui a manqué son rendez-vous un peu. Elle s'est fait battre par meilleure qu'elle. On va se le dire. Puis Spencer a vieilli quand même. Là, ça fait 2 fois de suite. Fait 2 fois de suite. Elle a perdu contre Micah Meyer ici à Montréal. Ouais. C'est ça. Ça va Elle a vite perdu face à Desley Robinson, qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante aussi qu'elle. Spencer a essayé en début de combat vraiment de la sortir de sa zone de confort. Elle a rushé, elle a mis beaucoup de pression. Elle est physique. Sauf que Robinson contre-attaquait, là, tout touchait, tout rentrait, là, honnêtement. Ça n'a jamais été une marchande de vitesse. Non. Oui, elle met beaucoup de pression, mais ça fait 2 combats de suite qu'on voit contre des combattantes élites, plus jeunes aussi. Ça paraît. Tu veux me parler aussi de O'Shaquie Foster. Ouais. Qui a conservé sa ceinture contre Ray Ford. C'était un gros combat qui se passait aux États-Unis. Il demeure champion junior léger WBC. Ben, ce qu'on retient, c'est qu'il a fait un dive à travers les câbles. C'est incroyable. Ça avait l'air haut en plus, hein? Ben oui, mais on dirait qu'il s'est fait sonner avant. Tu sais, de la manière qu'il est tombé, on dirait qu'il n'a pas essayé de se protéger. Non, je sais. L'autre, il l'a comme lancé un peu où il s'est tassé, mais quand il est parti, on dirait qu'il s'est juste laissé aller. Ben c'est Foster qui a lancé Ray Ford en dehors. Puis c'est drôle, comme en tourniquette, là, il y a plein de monde dans les commentaires, je veux dire, sur les réseaux sociaux, partout. Ça aurait dit une disqualification, c'était délibéré comme geste. Oui, mais tu regarde la reprise, c'est quasiment lui-même lancé aussi. Non, mais ça a passé il aurait pu s'en retenir un peu. Là. Non, il s'est zéro retenu, puis il est tombé de haut, puis une chance qu'il n'est pas blessé. Ça aurait vraiment pu arriver, que ça aurait fini en no contest probablement, mais c'était un fait cocasse. Mais ça a été un combat, une décision majoritaire. Un bon combat quand même. O'Shaquie Foster, pour vrai, il tire son épingle du jeu, très 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 bon, rapide. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est monté dans le ring après. Ouais, pour le challenger. Un certain Shakur Stevenson. Qui est de toutes les conversations ces temps-ci. Oh, ouais, il était un peu partout. Il va se battre contre qui, on le sait pas. Il va-tu se battre contre Garcia? On en parlera tantôt, la Hypoke News, peut-être, qui trouvait un nouveau promoteur aussi. Là. Mais oui, exactement. Bref, il y a des gros combats qui s'en viennent dans cette division-là. Ça va être excitant. Tu veux que tu me reviennes sur Flash sur les Worlds, eBay GGF? Ouais, rapidement, je vous ferai pas toute la description des Worlds. C'est les championnats du monde de Jiu-Jitsu en kimono, en gi, cette fin de semaine. Ça a toujours lieu en Californie, dans la fameuse pyramide à Long Beach, donc un endroit emblématique. Puis cette année, c'était donné, là, les finales des ceintures noires. C'était vraiment en mode théâtre. Là. Les lumières étaient baissées, il y avait juste un match au milieu. C'était vraiment un gros show. Mais là, tout un phénomène, tous ceux qui sont amateurs de Jiu-Jitsu connaissent Tynan Dalpra. C'est un moins en moins jeune pour un Jiu-Jitsu pratiquant. 25 ans maintenant, déjà 4 fois champion du monde. Mais là, il a offert la séquence pour gagner le championnat la plus rapide de l'histoire. C'est ça même pas... Tous ces combats n'ont pas duré un combat. Le cumul de ses victoires, ça y a pris 4 victoires pour gagner le championnat. Ça a pris un grand total de 6 minutes 15 secondes. Là, c'est pas une compétition du coin de la rue à Chambly, là. Non. Non, mais je dis, tu comprends? C'est les meilleurs au monde, là. Tu sais, c'est ce genre d'affaire. Je n'ai gagné une en novembre, là. Puis je me suis battu ça, je pense, l'équivalent d'un round en 4 combats. Mais tu sais, c'était au centre Pierre Charbonneau, puis c'est quasiment pour le fun. Ça, c'est les meilleurs des meilleurs. 6 minutes 15. À titre de rappel, pas en championnat du monde, mais à ceinture noire, c'est 10 minutes les combats. Au championnat du monde. Ça a pris 6 minutes 15. C'est un 10 minutes. Ouais, un 10 minutes. À moins que tu ailles chercher la soumission, qui est l'équivalent d'un knockout. Lui, 6 minutes 15 pour gagner tout ça. Premier match, ça a pris 2 minutes. Deuxième, encore de finale, 1 minute 15. En semi-finale, 2 minutes 10. Mais en finale? En finale, 50 secondes. Puis t'en veux-tu une meilleure? Il a soumis ses adversaires tous de la même manière. Ben non. Burn Arrow Choke. 4 fois. C'est phénoménal. Wow. C'est tout un athlète, on le savait. Mais réaliser ça, il est à son prime, 25 ans. Wow. Il est à son prime. Du côté, il s'entraîne à Art of Jiu-Jitsu en Californie avec les Mendes Brothers. C'est phénoménal ce que ces gars-là font avec des athlètes comme lui.
Mais j'en reviens encore à dire que c'est les meilleurs au monde. Ouais, Ils personne ont de mauvais. passé en date de 2 minutes quasiment. Tu sais, t'as l'élite, puis t'as Tynan Dalpra. C'est spectaculaire. C'est fou, hein? Ouais. Les gars, ils connaissent cette technique-là, ils se battent contre. Là. Ils savent que ça s'en vient. On sait tout le monde s'étudie, tout le monde le regarde, t'es pas capable de rien faire quand même. C'est fou, hein? Ça, c'est un autre, c'est un autre niveau. C'est l'élite dans l'élite. On s'en va au deuxième round. Round 2. Deuxième round, Matt, on revient enfin à TVA Sport 2 pour l'UFC en fin de semaine, au Apex, au Meta Apex, après 2 semaines de congé. Donc, combat Belal Mohamed face à Gabriel Bonfim. Mohamed qui a été probablement le champion le plus mal aimé, plus pire que Leon Edwards, je pense. Oui. Mohamed, c'est pas un combattant qui est... Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré. Il est correct, tu sais. C'est juste qu'il... Pourquoi il est taillé de même? Ben, C'est pensez un peu à Patrice Brisebois dans la fin à Montréal, qu'on l'haïssait, qu'on le huait juste parce qu'il y avait à POC, puis personne n'avait une raison. Respirer, c'était trop. Ouais, on n'aimait pas son contrat à l'époque, puis peu importe. C'est ça. Parce que, tu sais, Belal, il est pas si controversé que ça. Non. OK, c'est pas le gars qui donne le meilleur show sur la terre. Je pense c'est comme devenu une légende Internet. Là, quand ça fait boule de neige un moment donné. Mais n'en est pas moins. Il était champion du monde, puis je suis excité de le voir dans ce combat-là. Je trouve que c'est un bon combat avec Gabriel Bonfim, là. Je pense que ça peut donner des flamèches. Ouais, ben là, il faut qu'il sorte de quoi, là? Parce que là, ils sont 2 défaites de suite, là, face à Della Maddalena à Montréal, ici, qui a perdu son titre. Et là, Yann Gary, qui a perdu par décision aussi. C'est quand même contre 2 gros gars à sa défense. Ouais, mais je dis, je sais. T'es champion. D'accord. Moi, j'ai bien de la misère. Des fois, tu dis, mais regarde qui a affronté. Ben oui, mais c'est Belal Mohamed. Je dis, tu peux pas. Tu sais, c'est comme. Moi, je trouve pas que c'est une bonne excuse, ça. Je comprends. Dire, le gars qui a affronté, bon, mais c'est l'archi-champion du monde. Ouais, c'était un titre de champion. Il est encore dans le top 5 mondial. Il va pas affronter des gars hors top 15. C'est sûr. Fait que, mais du côté de Bonfim, quand même, 4e victoire de suite. Lui, c'est une grosse occasion de monter dans les rangs puis d'aller mettre un ancien champion du monde sur sa liste de victoires aussi. Là. C'est un combat pivot pour les deux, là, autant du côté de Belal que Bonfim. Bonfim, moi, sa dernière sortie, je l'ai vraiment aimé. Je pense que ça date déjà avant Noël, si ma mémoire est bonne. Les deux frères s'étaient battus en même temps, je pense. Il m'avait quand même impressionné. Il est bon debout, il est bon au sol, puis il est très, très gros à 170. C'est quand même un gros bonhomme. Il a l'air d'un 185. Fait que je pense que ça peut donner un très bon choix au final. Il faut juste pas que Belal, encore une fois, dit qu'il est à Canelo Alvarez puis qu'il veut boxer avec Bonfim. C'est un bon lutteur, c'est un gars qui est puissant au corps à corps, qui est capable d'aller avec des grosses projections. Faut qu'il grind. Puis c'est un grinder, c'est un lutteur pas spectaculaire, mais très bon lutteur de position. Mais tu sais, c'est ça. S'il commence à essayer de boxer comme qu'il avait fait avec Jack Della Maddalena à Montréal, tu as vu qu'il est pas là. Mais tu sais, il se vantait, j'ai les mains à Canelo à cette heure, puis t'es comme, non. Il n'y en a pas un à l'UFC qui a les mains à Canelo. De un, puis de deux, tu peux essayer ça contre un autre style que Della Maddalena qui est incroyable. Tu sais, debout. Il y a des mains de boxe incroyables. En demi-finale, un combat qui m'intéresse, qui m'intrigue quand même. Brendan Allen face à Edmund Shabazian. 2 combattants qui sont sur 2 belles séquences quand même. Allen, 2 victoires de suite après 2 défaites de suite, donc il est bien rebondi. Shabazian, 3 victoires de suite avec 2 finishes. Edmund Shabazian, quand il est arrivé, là, lui, là, on le voyait quasiment tout de suite comme un champion du monde. Il est arrivé, puis il y a eu une méchante streak. Mais à un moment donné, la chaîne a débarqué, 3 défaites de suite. Puis là, on se demandait si. Il était vaincu. Quand il a perdu son premier combat en carrière, là, la chaîne a débarqué. Ouais. Puis finalement, il était capable de se reprendre. Là. Puis c'est pas tout le monde qui est capable. Là. Mais il y a eu 3 défaites de suite. Là, finalement, là, il a changé son équipe. Avec raison. Là. Il s'entraînait avec, avec l'autre, Edmund Tarverdian. Ouais. Fait que écoute, ça m'intrigue ce combat-là pour vrai. Puis Brendan Allen avait dit avec une victoire. Il dit, tu sais, moi j'ai une histoire avec Sean Strickland, qu'on pourrait construire ça autour de ça. Bon, je pense pas qu'une victoire face à Shabazian va l'amener en combat de championnat du monde, mais tu sais, ça commence à mettre de la pression quand tu es sur une séquence de victoires de même. Là. Ouais, puis il a pas battu n'importe qui. Il a quand même battu, de Rainer de Ridder, que je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Puis Allen a un style, on le voit pas venir, c'est tranquille, mais il arrête, il fonce tout le temps. Au sol, il se débrouille pas si mal. Mais moi, je trouve qu'il se débrouille très bien. Oui. Je trouve puis il a une confiance en son jiu-jitsu. Plus que moi, j'ai confiance en son jiu-jitsu. Oui, exactement. Lui, il croit plus que. Je le regarde aller, je suis comme. Puis finalement, contre The Ridder, c'est un monstre au sol. Il l'a lavé. Il l'a lavé. Il prenait la position full mental. Tout ce qu'il faisait, ça marchait. Là. Fait que ça va être un combat, comme tu dis, vraiment intéressant pour les deux. Puis ça les place dans l'échiquier à 185 livres. Parce que c'est ouvert quand même. Là.
À 185, là. Le Français Fares Ziam, 6 victoires de suite. C'est un combattant qui est très spectaculaire, honnêtement. Là. Moi, je suis bien... Il est largement favori dans le combat en plus. Avec raison. Tom Nolan, oui, sur 4 victoires de suite, c'est un cogneur. Mais Ziam, honnêtement, Français, j'aimerais ça... Tu sais, c'est un Français, oui. J'aimerais ça que là, il gagne, que là, on lui donne un combat... Quelque chose. Quelque chose. Un combat qui va le faire avancer. Parce que là, oui, il gagne sur 6 victoires de suite. Là, tu donnes Tom Nolan... OK, ça va donner une 7e victoire de suite, mais ça le fait-tu avancer? Tu sais, là, il est rendu avec une bonne série, puis il finit ses gars aussi. Là, la moitié de ses victoires là-dedans, il a fini. C'est un gars qui est debout, qui est spectaculaire, peut-être pas une personnalité la plus flamboyante, mais quand même. Là, avec une victoire après, là, avec 7 victoires de suite, moi, je suis son gérant, là. Arrêtez de niaiser. J'exigerais plus. À la maison, Tom Nolan, je pense pas que c'est le plus connu. Je pense pas que tout le monde le connaît. Là. Fait que oui, t'as raison. Pas faire patienter un combattant, comme je me répète, en arts martiaux mix. T'as pas besoin d'aligner 20 victoires de suite pour un championnat du monde. Là, fait que, let's go. Ça carte aussi des Jordan Nelvid, Bruno Silva, Marcus Magee, Junior Taffa, Matt Schnell et Bryce Mitchell. Toujours fantastique, Bryce Mitchell, avec ses idées arrêtées, ses idées de conspirationniste. Il y a un podcast qui est très redneck. Si vous voulez écouter ça, des fois, c'est comme OK, c'est ça va loin. Chose. Ouais, ça va loin. Puis, honnêtement, c'est écoutable au sens où c'est drôle. Tu sais, faut que tu prennes ça. C'est confrontant, tellement que ça en est ridicule. C'est comme un Sean Strickland exposé en 10. Dans sa conspiration, dans sa tête, c'est un gars qui est quand même éduqué. Tu sais, ce qu'il dit, c'est pas... Il s'exprime pas si mal, à part son accent. Là, ouais, c'est ça, mais ce qu'il dit, c'est pas cave. Tu sais, il va expliquer son point, même si son point, de ton opinion, ça veut que tu crois ce qu'il dit, puis tu sais de son bord, c'est bien correct. Mais tu sais, tu vas l'écouter, tu vas dire... Crème, de la manière c'est expliqué, breakdown, là. Ça se pourrait. Quand il explique comment la Terre est plate, il l'explique tellement que... Mais quand la manière qu'il dit, si j'étais influençable, peut-être que je croirais. T'es sûr qu'il y a un rond de la Terre? Non, mais c'est tout un personnage. Puis, écoute, qu'on l'aime pas, peu importe, des informations... Ça en prend des bébites de même, tu sais, Bryce Mitchell. Faut pas qu'il aille trop loin des fois dans ses propos, faut pas qu'il aille dans la misogynie ou peu importe. Non, c'est ça. Mais ça en prend un. C'est un bon random. Lui pis Strickland, ça en prend des de même. Ouais, puis il a défendu Strickland. Oui, je sais. Strickland qui est, on va parler de la Maison-Blanche tantôt, du show de Maison-Blanche. Strickland qui est banni. Il peut pas y aller. Parce qu'il a fait référence à Israël, puis que les Américains avaient bombé l'Irak pour rien, puis qu'on avait dépensé de l'argent pour ça, puis on fait la même affaire avec Israël. Fait que là, on dit non, il dit toi, t'as pas le droit de venir à la Maison-Blanche, au show de la Maison-Blanche, qui est, en passant, le seul Américain champion de l'UFC, chez les hommes. C'est quoi le nom du show, donc, déjà? UFC quoi? Liberté 250. Liberté d'expression, peut-être pas. Non. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. On est rendu où, donc? Ah oui, RAF 10. RAF 10 aussi qui va avoir lieu le 13 juin à Saint-Louis. On en parle parce que ça va être les débuts de Khamzat Chimaev. Ouais. Peut-être. Moi, je crois toujours pas à ça en date d'aujourd'hui. Moi, j'ai aimé que tu as mis plein de points d'interrogation au côté. Oui. Moi, je crois pas que Dylan va se pointer contre Chimaev. Non, puis, ça va finir quand même. Ils vont se battre à peser, puis là, ça va être un shit show. Puis, comme je te dis, il n'y a aucune chance à la planète Terre que Dylan Dennis offre une opposition digne de ce nom. En lutte. En lutte à Khamzat. Zéro. Oubliez ça. Parce qu'il va leg lock, là. Comme quand il avait essayé de take down Logan Paul à la lutte. C'est ridicule. Moi, je crois pas à ça. Il va y avoir aussi Tsarukyan face à Tony Ferguson. Encore. Non, mais encore Tsarukyan. Ouais, Tsarukyan qui est booké pour les 3 combats dans le prochain mois. Mais là, l'affaire, c'est que ce show-là, c'est le 13 juin. C'est fou, man. Le show de la Maison-Blanche, c'est le 14 juin. Puis Tsarukyan, il est supposé être le backup en finale. Il est supposé faire le poids. Puis il a dit non, dis-moi, je ferai jamais le poids de ça. Si tu me mets pas le combat là, je peux être le backup, pas de trouble. Si tu me dis que vous avez besoin de moi, je vais faire mon combat de lutte, je vais m'en aller là le 14, je vais faire le poids le 14, puis je vais me battre le soir. Il dit moi, je n'irai pas là pour juste faire le poids pour le fun. Puis il dit moi, j'ai pas besoin de cet argent-là. Parce que tu sais, quand tu fais le poids, ils vont le payer pour être prêt. Mais... Donc, on peut en déduire qu'il n'est pas le backup fight, là. T'sais, honnêtement, il se bat la veille. Juste géographiquement, il va être à Saint-Louis, puis le show, il est à Washington, D.C., ça le fait pas. Puis, tu sais,
contre Ferguson, là, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on dirait que je vois Sorokin sortir de là, fendu ici. Ça se pourrait. Ou là, ou t'sais, Ferguson essayait de se défendre avec les coudes dans les airs. Exactement. Exact. J'ai comme cette vision-là. J'ai fait, il va sortir de là, il va être fendu en haut, en dessous de là. Il va être fendu à quelque part, on dirait. Ça se pourrait. Tony, un autre, on parle de déchéance. C'est un autre mismatch. Hein. C'est d'une tristesse. T'sais, Tony Ferguson est bon en grappling, en MMA à cause de son style particulier, mais lutte, je vois pas comment il est capable de tenir debout de 2 secondes. Des très gros noms sur cette carte-là, peut-être un peu moins connus pour ceux qui connaissent pas les arts martiaux mix, mais au niveau de la lutte, des très très gros noms. Mais un des meilleurs combats de la carte, Lance Palmer face à Aaron Pico. Ouais. Ça va être solide. Ça va être très très bon. Aaron Pico, il est une bonne lutte. Ben oui. Très bonne lutte. Très très bonne lutte. On sait, c'est l'ancien grand prospect d'MMA qui, finalement, au UFC, semble trouver sa niche tranquillement. Là. Mais j'ai hâte de voir ça contre Lance Palmer. Le 18 juillet, ça va être RAF 11 à Milwaukee. Sorokin face à Colby Covington, on en a parlé tantôt. Mais cette nouvelle-là passe dans le beurre parce que... J'en ai même pas parlé, j'ai encore des frissons, man. Belal Mohamed qui va se battre à RAF face à Ben Askren. Ouais. Je vous rappelle que Ben Askren, v'là 1 an, est mort. Il est mort. Il est mort 4 fois, il dit, pendant son hospitalisation. Il a perdu 50 livres, 2 transplantations des poumons. Il gagne ce combat-là, c'est le plus grand retour de tous les temps, tout sport confondu. Là. Ben, juste être là. Tout sport confondu, il y a rien qui c'est le plus grand retour. Puis ils font un show sur Netflix sur lui. Là. Ouais. Paraît que c'est très, très solide. J'ai hâte de voir ça. Mais comme tu dis, quand tu parles de donner des frissons, c'est incroyable. Pat, pense-y, une transplantation de poumon. 2 fois. C'est du papier, c'est là. C'est du papier fin. Tu te fais transplanter ça. C'est malade. Je me rappelle encore des images à l'hôpital. Écoute, j'ai rarement vu une personne faire pitié comme ça. Tu sais, je veux dire, il a fallu qu'il réapprenne à marcher. Affecté. Oui, je sais. C'était fou, tu sais, quand on a commencé le show, quand on a commencé le call show, on a fait un recap de ce qui s'était passé dans les derniers mois avant qu'on débute le show. Puis je me rappelle, on avait parlé de ça. Puis tu sais, ça avait impressionné les gens qui n'avaient peut-être pas entendu parler. Moins d'1 an. Là. J'ai dit 1 an tantôt, mais ça arrive au mois de juin. C'est 1 an à peu près, jour pour jour. C'est... comme tu dis, dans le top 10, dans le top 2 des retours incroyables, tu sais, Saku Koivu, c'était malade. Ouais. C'est sûr, c'est un sport plus connu, plus mainstream. Tu sais, ça se passait pas au UFC, ça se passait à RAF. Mais de revenir de façon compétitive contre un gars actif, c'est incroyable. Imagine qu'il gagne. Moi, à mon avis, là, Ben Askren, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est un combattant qui a été controversé avec ce qu'il a dit, peu importe. Peut-être pas le plus spectaculaire, mais avec son histoire-là, à mon avis, là, s'il va gagner contre Belal Mohamed, qui est encore très actif en lutte, puis Ben Askren qui a été champion olympique de lutte, là, mais là, c'est un grand... Pour moi, c'est le plus grand retour de tous les sports confondus. T'as raison, parce que honnêtement, loin comme il a été dans la maladie, il est mort! Je sais, il est mort. Il est mort! Au golf, t'as eu Gary Woodland, qui a eu le cancer du cerveau, qui est revenu, qui a gagné un championnat au golf cette année. C'est hot, c'est malade. Puis j'enlèverais... On compare pas les maladies, mais comme tu dis, le gars, il est mort. Écoute, on voyait les photos là, que sa famille postait, il avait l'air mort encore. Tu sais, je veux dire, transplantation de poumon, Pat. Mais quelle histoire! On parlait de cardio, la lutte. Ouais. Le gars, il va lutter. Quelle histoire! Il y a Muscle Memory. C'est quand même, mais jusqu'à quel point déjà j'essaie de trouver des points. je sais pas comment. Parce que lutte, tu dis comment que le corps, c'est comment que le corps, c'est une machine, c'est une effort, qui est capable. Ça là, ça le prouve là. La résilience. Comment tu sais. Là, je dis que s'il gagne, ça. Mais on s'en fout un peu comment il va. On s'en fout un peu comment il va performer là. Avec soit là, il va aller mettre le pied sur le tatami puis qu'il va être compétitif. Moi, je suis sûr qu'il va être compétitif. Moi aussi. Je suis sûr. Parce que je pense niveau lutte pure 100%, et Belal n'est pas à ce niveau-là. Rappelle-toi, dans ces belles années, Ben Askren, comment, même à MMA, ça semblait facile pour lui. Sa belle run à Bellator, là, où il était champion incontesté, ça avait l'air facile. Taiwan. À la fin. Mais il avait été champion Bellator avant. Ça se peut. C'est ma mémoire. Okay. Je ne mettrais pas un sang là-dessus, mais semble. Bref, ça avait l'air facile. Fait que contre Belal, ça se peut. Pure lutte 100%. Ça serait incroyable. Puis, je me fais l'avocat du diable. Mets-toi dans les choses à Belal. Ça doit être spécial. Tu veux-tu sacrer une volée à Ben Askren? Je sais pas, tu sais, je veux dire, là, je me fais complètement l'avocat du diable. Je vais pas mettre de l'ombre sur ce qu'on est en train de parler qui est beau. Mais ça doit être poche.
Ouais, je sais pas. Tu sais, ben là, à toutes les fois qu'il se bat, il y a de quoi prouver, là, parce que c'est le mal-aimé. Fait que, tu sais, il faut qu'il y aille, il n'y a pas le choix. Là. Pauvre Belal sur Internet, il se fait battre par Ben Askren avec des poumons transplantés. Ouais, mais... non, ça va virer en belle histoire, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on va plus parler de la rédemption de Ben Askren qui... Récemment, plutôt cette année ou à la fin de l'année passée, tu as eu Marcelo Garcia, la grande star de Jiu-Jitsu, qui, après un gros cancer, il est revenu puis il a fait un match contre Lakeland Gillis. Bref, deux super cool guys. Tu sais, Lakeland, il a soumis Marcelo Garcia. C'était beau quand même. Ouais. C'était un beau combat. Non, c'est ça. C'était dans le respect pis tout. Fait que si c'est comme ça, ça va être vraiment un moment historique, je dirais. Tu sais, Askren vient de Milwaukee aussi. Ah, c'est vrai. Fait que ça va être écœurant. écœurant, pas honnêtement. Là. Fait que ça se passe le 18 juillet à Milwaukee. Quelle histoire. Regardez ça. Quelle histoire. Regardez ça. Je pense que même si t'es pas un gros fan de lutte, ça a fait dresser le poil. Juste pour l'histoire, ça vaut la peine. Carrément. Les High Poke News. High Poke News. Beaucoup de nouvelles qui ont retenu notre attention, Matt, cette semaine. Je veux qu'on parle du Québécois Franco Pana, Québécois slash français slash... C'est un Québécois, notre Franco, maintenant. Slash... un des gars les plus drôles que je connais. Tout à fait, comme on avait dit. Mais un des solides gars de Jiu-Jitsu qu'on a. Exact. J'avais parlé de lui il y a quelques semaines parce qu'il avait terminé deuxième au trial, aux essais, pour aller à ADCC, au gros show cet été. T'en avais parlé que peut-être il y aurait eu une invitation. Souvent, ça arrive le deuxième. S'il y a une blessure ou quoi que ce soit, Mo Jazem, en tout cas, bref, l'organisateur, le Dana White de ADCC, va chercher les gars qui ont bien performé puis qui donnent un gros show. Puis, tu sais, je te l'avais dit, Franco, se vend facilement. Là, et je pense que le téléphone, je sais pas comment il l'a trouvé, mais je pense que le numéro de téléphone à Mo Jazem. Bref, ben, c'est arrivé. Il y a eu le call, il y a eu l'invitation officielle. Il va faire partie de ADCC, pas les trials, pas un open. Le gros show en Pologne cet été. C'est historique. On n'a jamais eu on a-tu un Québécois? Ethan Colestein, es-tu allé? J'ai un blanc. Mais bref, peu importe, c'est historique. Chez les poids lourds en plus. Ça se grosse passe division. En Pologne. En Pologne. Exactement. Cet été, c'est au mois d'août. Comme je te dis, oui, c'est peut-être un sport plus de niche, moins connu, mais ça s'explique pas comment c'est gros. Avant, ça se passait pas tout le temps à Abu Dhabi. Ça a été longtemps. Ça se promenait tout le temps. Ça a Okay. été en Chine, au Brésil, tout. Ça a été à Las Vegas 2 ou 3 shows de suite. Bref, parce que ça a tellement pris d'ampleur, puis ils voulaient vraiment rendre le truc un peu plus mainstream. Là, ils ont recommencé à se promener. Le choix dans la Pologne est discutable, tant qu'à moi. Il faut que ça soit dans une grosse place, je pense. Style Vegas ou une destination de genre. Mais bon, ça, on s'en fout, parce que notre Québécois va être là. Puis Franco, watchez ses réseaux sociaux, on va en entendre parler en tabarouette, ça va être le fun. Allez suivre son chemin. Allez suivre sa préparation physique. Il s'entraîne à Montréal, je me souviens plus. Oui, il s'entraîne à Oma au Jiu-Jitsu. Puis même son conditionnement, il le fait avec un autre Québécois qui travaille avec plein d'athlètes. Allez suivre ce gars-là. Allez suivre sa journée. Il est vocal, il est drôle. C'est inspirant pour vrai. Bon, puis le gars, il travaille, là. Je veux dire, il a une job, tout. C'est pas un athlète professionnel full temps. Let's go. Ça se passe quand, ça? J'ai pas la date exacte, mais c'est en août. Je pense que c'est fin août. Ouais. Fin août. On en a parlé là, une couple de semaines, tu sais, qu'on faisait comparaison avec les salaires, maintenant, de la WBA, la NBA, WBA, pas WNBA, chez les fans de basket, face au salaire minimum des combattants de l'UFC. Je pense que le salaire minimum chez les dames, maintenant, là, dans la NBA, était pas loin de 300 000, ou quelque chose de même. Et le salaire minimum des combattants du UFC, 10 000 plus 10 000. 20 000. Donc, 20 000 si tu gagnes. Tu gagnes. Exact. Et Dana White a sorti là-dessus, parce qu'on lui a posé la question. Puis il a dit, de un, on n'est pas une ligue, nous autres. Ouais. Il dit, OK, on n'est pas une ligue. Clairement, c'est un événement. C'est un spectacle, l'UFC. C'est une compagnie événementielle qui font un événement de sport. Ouais. Donc, lui, il dit, on n'est pas une ligue. Puis il dit, est-ce que moi, je vais donner un contrat de 370 000 $ à un gars pour savoir s'il est du niveau de l'UFC? Son premier combat, son contrat, ça fait pas de sens. Il dit après, tu sais, je vais donner un contrat de 3 combats avec salaire minimum. Après ça, tu m'as prouvé que tu fais partie, t'es du niveau de l'UFC. Là, après ça, on va s'asseoir et on va jaser puis savoir si on est capable de s'entendre pour au niveau des dépenses puis qu'est-ce que je suis capable Revenu dépenses, puis ce que tu me rapportes, puis ce que je suis prêt à te donner. On se l'a envoyé, ça. Écoute.
Ben, c'est parce qu'il y a toujours le ton un peu arrogant. C'est sûr que ça passe toujours un petit peu moins bien. Le ton arrogant, ce qui est toujours, comment je pourrais dire, où il faut faire attention, parce que là aussi, on parle versus du sport féminin, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Peu importe, ça, je m'en fous. La comparaison n'est pas folle. Tu veux dire, son point n'est pas fou. Ben, pour un businessman. Pour un businessman, son quand on point parle n'est pas juste fou. business. Ouais. T'arrives dans le WNBA, mettons, je sais pas, le Angel Reese, on va dire qu'il y a une des grosses vedettes. Elle doit pas faire 350 000, elle doit faire plus. Elle doit faire pas loin d'un million. Bon, elle fait pas loin d'un million. C'est une vedette. Mettons, elle s'est prouvée, elle est dans la ligue, elle fait plus que les autres, puis c'est sur une saison. C'est une vedette plus hors terrain que ses qualités athlétiques. Encore là c'est non, plate, mais moi, je vais le dire. On pourrait discuter off-record puis pas, mais moi aussi, je trouve que... C'est ça pareil, tu sais. Dans les faits, elle donne un show tant que ça. On n'est pas là, on n'est pas... Il y a Caitlin Clark puis il y a les autres. Là, ah oui, absolument. Bon, mais Caitlin Clark, super vedette, elle joue sur une saison, c'est différent. She already made it. Elle est là, c'est la meilleure, elle paye en conséquence. Une Caitlin Clark qui rentrerait en début ferait pas 1 million cuck. Tu comprends? Fait que son point est quand même débattable. Puis comme il dit, c'est pas une ligue. C'est pas une infrastructure qui roule avec 80 games, 7 d'avance, vendus à la télé, tout le kit. Oui, mais non. Parce qu'un combattant se bat pas une fois par mois ou 3 fois par semaine. Fait que, oui, son point est pas fou. Puis il n'y a pas d'association non plus là, qui travaille pour eux autres. Il n'y a pas de syndicat qui protège les combattants. Ce qui est un gros problème, mais ça va toujours être ça. Mais il reste que... Tu sais... Puis on n'essaie pas de défendre ce point-là. Moi, je suis le premier à dire que les combattants sont sous-payés. Ceux qui rentrent à l'UFC, t'es supposé être la plus grande organisation au monde. Puis tu vas faire 20 000 si tu gagnes. Après impôt, après toutes tes dépenses, il te reste 7 000 dans tes poches. Là. Moi, je pense qu'il y aura un chiffre plus juste. Tu sais, comme on dit, 10 plus 10, c'est n'importe quoi dans la plus grosse ligue au monde. Mais tu sais, quelque chose de juste. Mais je pense pas que non plus 300 000 en rentrant, ça aurait-tu du sens, Pat? Non, parce que, tu sais, ils ont 875 combattants présentement. Ils font 42 shows par année. Puis, tu sais, cette année, là, on avait sorti une statistique, je te l'avais envoyé. Je pense qu'il y a à peu près 35% de combattants qui se sont pas battus. Pas vrai. 35% des combattants rankés dans le top 15 mondial, dans toutes les catégories de poids féminins, qui se sont pas battus, qui ont 0 combat. C'est énorme. Tu sais, c'est ça, là. Tu le payes sur le banc? Ouais. C'est pas le même sport. C'est des événements ponctuels. Puis, c'est ça, t'es payé à la performance et non pas un contrat à l'année. Voilà. Ta saison commence, mettons, on est le 1er janvier 2026, tu sais pas combien de fois tu vas te battre. Tandis que tu joues dans la WNBA ou n'importe quel autre sport de ligue, tu sais exactement le nombre de matchs que tu vas jouer, à moins de te blesser. Puis si tu te blesses, c'est différent, ça fait partie du jeu. Mais dans ça, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que oui, tu sais, Dana, là, on a beau dire ce qu'on veut, là. Débattre un point, il est quand même pas vilain. Puis rarement, ça fait pas de sens du tout. Rarement, tu finis d'écouter son point et tu te dis, c'est un cas. À moins que tu sois borné, tu es comme, hey. Il te remet en question quand même. Ouais. Il remet ça en perspective. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. En tout cas, ça va être à suivre. Ça a toujours été un tabou, puis ça va toujours l'être, les salaires des combattants, surtout en rentrant. Ceux qui font vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à l'UFC, il y en a peut-être maximum 10. Ouais, qui sont ultra riches, mettons. On va dire qu'ils font vraiment... Ultra riches, peut-être 5-6. Peut-être 5-6. Ouais. Je pense que les gars qui font des boss entre 3 et 500 000, c'est pas vilain, là. Non, c'est ça. Tu fais une vie là-dessus, puis l'équipe, comme tu dis, il y a tout l'alentour que ça t'apporte. Mais tu sais, et là, je suis pas en train de dire que la WNBA va fermer, mais côté pérennité d'une ligue, on est en train de le voir, là. On est en train de... Dans le fond, c'est comme un laboratoire qu'on voit sous nos yeux. Est-ce que ça va durer? Tu sais, c'est beaucoup financé par l'NBA. Ça va-tu durer dans le temps? Les deals de la télé? Les chiffres à la télé sont-tu tant au rendez-vous? Les arénas sont-tu pleines? J'ai aucune idée. Je l'avoue, je la suis pas, à part du coin de l'œil. Je suis curieux. Des fois, tu vas manger le gâteau trop vite avant qu'il soit élevé. Peut-être que tu vas finir par manger un Joe Louis. Hein? Bon, regardez ça, c'est ça, c'est une clip. C'est une clip, ça. C'est beau, ça. C'était beau. Hey, tu peux pas dire mieux en parlant de gâteau que notre prochain sujet. Ben... L'UFC à la Maison-Blanche qui ont dit qu'elle allait prioriser les militaires, donner des billets aux militaires. C'est incroyable. Mais faut que tu sois fit, faut pas que tu sois gros. Ouais. Ils veulent pas d'image de militaires gros à la télé autour de l'octogone. Fait qu'il va y avoir un weight testing avant que tu puisses avoir ton billet. Pat,
C'est d'une tristesse Tandis qu'à l'autre Trump, c'est un fat fuck de l'autre bord, puis non, toi, si t'es pas fit, là, tu peux pas être là. Tu sais, Pat, rappelle-toi les Olympiques en Chine, à Beijing, les premiers en 2008. Les chanteuses, à la cérémonie d'ouverture, il y avait des enfants pis tout, puis c'était du lip-sync, parce qu'en arrière, t'avais les vraies filles qui chantaient, qui étaient pas belles, mais qui avaient les plus belles voix, puis ils mettaient des belles filles en avant, OK? Puis là, on a donc chialé contre la Chine, espèce d'empire communiste épouvantable pis tout. Ça, c'est dégueulasse, ça aussi. Ça va loin, là. C'est Freedom, encore une fois. Freedom, Puis encore. moi, je le dis, je m'en cache pas. Il y a beaucoup de choses que j'aime des États-Unis. Est-ce que je pourrais y vivre dans ma vie? Absolument. Moi, je déteste pas les Américains. Je suis loin d'être anti-américain. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. C'est dégueulasse, c'est laid. Tu veux gagner quoi avec ça, là? Fait que là, il faut que les militaires arrivent là, soient fit. Ils vont être habillés en militaire avec des manches courtes. Montrer des guns. Montrer des guns, des gars, c'est ça. On est-tu dans la guerre froide, là? Écoute, puis là, tu sais, ils sont invités. Oui, mais bon, est-ce qu'il aurait fallu payer tout pour eux autres? Je sais pas. T'sais, ils veulent remercier les militaires pour leur service, sauf qu'ils donnaient bien, mais arrange-toi avec le reste. T'sais, viens-t'en par tes propres moyens, lâche-toi ou peu importe. C'est un peu hypocrite. C'est hypocrite. Ça pue l'hypocrisie, ça pue le paraître. C'est juste du paraître. C'est quoi, on veut faire un flex comme dans la guerre froide, là, montrer des hommes musclés pis tout, pis qui vont voir un show de combat comme la Russie faisant, l'URSS faisant contrepartie. C'est laid. Ça fait dur. En tout cas, ça a sorti. Moi, le premier coup que j'ai lu ça, je vais. Tu l'as relu une deuxième fois. On va la relire une deuxième fois. Là, je sais, ben voyons donc. Il y a un règlement de poids. Si tu veux aller voir. Puis va avoir des femmes? C'est pas. C'est pas. Une gang de gars sont obligés d'être blancs? Aux yeux bleus, blonds, tu sais. Non, mais ça arrête tout, ça. Non, mais c'est vrai, la question se pose. C'est de l'eugénisme, là, tu sais, let's go. La question se pose. C'est dur. Écoute, en tout cas, c'est sûr que ça va être spectaculaire. T'sais, on a vu, là, ils sont en train de construire l'arche. Ouais. C'est énorme. Ils ont tout pris. Le parterre au complet. Le parterre au complet. Ouais. Puis là, Donald Trump, il dit moi, je trouve pas ça si laid que ça. Peut-être que je resterai ça là. C'est parce que là, on ne voit plus à la Maison-Blanche. Hein. Comme je te dis, je suis allé pas plus tard qu'au mois de décembre. En vacances, on a passé par là. C'est grand en plus. Là. De la clôture de la rue à aller jusqu'à la maison, c'est vraiment grand. Mais si tu mets cette bébelle-là devant, tu vois plus jamais la Maison-Blanche. Parce que t'es vraiment loin quand tu peux la visiter, entre guillemets, la regarder de loin. Tu mets cette affaire-là devant. Puis là, c'est pas un chef-d'œuvre architectural, là, Pat, là. Non, mais qu'est-ce que tu... Il y a même comparé ça à la Tour Eiffel. Dans le milieu, t'enlèves les estrades autour, tu sais. Ça sert à quoi? Aucune idée. Ça sert à rien. Non, mais il a comparé ça à la Tour Eiffel. Dans son parallèle, il dit... Tu sais, la Tour Eiffel, c'était supposé être temporaire, ça aussi à l'époque, puis tout, puis finalement, ils l'ont rendu permanente, ce qui est un fait. C'était supposé être temporaire, la Tour Eiffel. Tu sais, ça peut devenir... Tu sais, il a quasiment dit ça peut être comme la Tour Eiffel. T'as peu, là. La Tour Eiffel, une bébelle pour faire un show, tu sais, c'est comme un arche, puis là, tu sais, c'est sûr qu'il y a le drapeau américain sur le dessus, tu sais, c'était normal. C'est beau pour un show. C'est ça, mais tu peux pas laisser ça là. Puis tu sais, dans la voix, il dit ça va nous coûter 700 000 $, tout à refaire le gazon, parce qu'on l'a tout démoli, là, tu sais, en avant. Fait que ça coûte une beurrée. 700 000 de Sauf que, tu sais, mettons, avec on en a parlé, là, ils vendaient des billets à 1,5 million, là, avec... il dit, ce show-là, maintenant, avec tous les deals, les sponsorships, et les billets qu'on a vendus, qu'on a tout vendu. Finalement, ils ont vendu ces deals-là? Ben oui. Il dit, on pourrait faire un revenu de 1 milliard pour ce show-là. Ça serait le show qui aurait pu régénérer le plus d'argent dans l'histoire du sport tout confondu. Crois-tu à ça? C'est de la misère. C'est juicé. C'est beaucoup. Je pense que c'est juicé. 1 milliard, là, c'est beaucoup de millions. Là, c'est beaucoup de millions. Fait que j'ai des réserves avec ça. C'est sûr, on pitch des chiffres spectaculaires. Je pense pas qu'ils vont arriver dans le méga trou, mais tu sais, de là à générer 1 milliard. Mais tu sais, tu parlais le fameux deal de 1,5 million, les billets, là, puis ça te donnait un show de Zach Brown Band, plus ci pis ça. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Mais tu sais, on oublie à quel point il y a de l'argent aux États-Unis, qu'il y a des richesses qu'on connaît pas ici au Canada, dans le sens que juste dans la région de la Floride, des milliardaires, t'en as, là. Des grosses familles. Des grosses familles, oui, c'est de l'argent... c'est des patrimoines importants qui durent depuis des générations. Il y en a qui ont 1,5 million, là. Fuck a change. Ben, good for them. J'aimerais bien ça. Ah oui. Écoute, puis, tu sais, ce qu'on a peur beaucoup là-bas, tu sais, c'est évidemment la chaleur. Parce que là,
il annonce 90 degrés Fahrenheit le jour et 74, je pense, Fahrenheit le soir, avec 25% de possibilité d'averse. On est encore loin, là. Ben, oui. bon, on est à 13 jours, là. 12 jours. Comme là, disait ma grand-mère. Ça a le temps de changer. Ça va passer en vent. Ça va passer en vent. Mets ton chapelet. Mais il y a ça aussi. Puis là, il y a les bugs aussi. Il y a les fameux insectes qui sont énormes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, là, il y a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'impondérables. Que tu veux contrôler, que tu peux pas. Non. Tu sais, la météo, tu peux pas contrôler ça. On dit qu'elle allait mettre des gros ventilateurs pour refroidir à l'intérieur. Puis, Je comprends pas pourquoi l'Arche, ils ont pas fait un toit. C'est ça, j'ai de la misère avec ça. Parce qu'ils voulaient voir parfaitement la Maison-Blanche, je pense, une affaire de la même. Mais c'est pas logique. Mais en haut, il y a un toit. Mais tu sais, tout rentre par les côtés. Ben oui, c'est ça, là, exactement. C'est rare qu'il mouille de même. Non, c'est assez rare. Ça va être particulier. T'imagines, il fait vraiment chaud. Moi, j'imagine juste mon Derek Lewis mourir de chaud, là. On va péter une crise de cœur, c'est sûr. Il y a de la misère à se lever en dedans. Ah ouais, ça va ressembler au combat de Kimbo puis Dada 5000. Qui est mort après. L'ont réanimé. Ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, parlons des combats de... Parce que, en passant, on ne sera pas là la semaine prochaine. Moi, j'ai un tournage à l'extérieur, donc on va parler de la Maison-Blanche aujourd'hui, du show de la Maison-Blanche. Moi, j'avais un déjeuner, fait que je peux pas être là non plus. On parlait tantôt de Strickland qui a été banni, mais parlons des combats. Évidemment, du côté de la finale, Ilia Topuria face à Justin Gaethje. On va faire des petites prédictions là-dessus. Ouais, Topuria qui, dans le camp d'Alex Pereira, il est allé s'entraîner là-bas, ils l'ont vu, il a dit qu'il y a à peu près une semaine ou deux, il était quasiment à 200 livres. Il était gros. Hey, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, là. C'est envers 155, là. C'est immense. Tu peux pas croire que ce gars-là fait 145 il n'y a pas si longtemps. En tout cas... Mais on l'a pas vu. Non. On l'a lu. Tu sais, il sort toujours des trucs du genre, avant les gros combats pis tout. Fait qu'il faut l'en prendre, d'en laisser. Moi, perso, je vois pas comment Topuria peut échapper ce combat-là. C'est du MMA, tout peut arriver, on le sait. À combien t'avais eu les chances de Justin? 20%. 20%. Ouais. Je trouve que c'est un bon chiffre. Parce que Justin a survécu contre Paddy Pimblett. Parce que je pense que Paddy n'est pas aussi... calme, compact dans ses shots, linéaire dans ses shots, puis définitivement pas la même force de frappe. Ça, c'est sûr et certain. Fait que puis Gaethje qui a le menton le plus incroyable qu'on a vu depuis une décennie. Mais là, à un moment donné, il commence à être usé. Ouais. Le combat contre Pimblett a laissé des traces, ça c'est sûr. C'est normal. Fait que je vois pas comment il pourrait survivre à ce combat-là, honnêtement. Moi, je vois pas une décision non plus. Non, moi, je vois un knockout autour du 2-3e. Peut-être pas de quoi de spectaculaire, one punch knockout, mais un knockout, un technical knockout. Ouais, au volume. Là. Exactement, au volume. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Là. Je pense que c'est ce qui va arriver. Demi-finale, combat intérimaire chez les poids lourds. Cyril Gane face à Alex Pereira, qui, en passant, Tom Aspinall, qui est le champion incontesté. Encore à ce jour. Là. Encore à ce jour. Qui est toujours blessé à l'œil. Ne s'est même pas fait inviter par l'UFC pour regarder le combat, d'être cage-side pour regarder ce combat-là. Moi, je pense qu'il va être là parce que là, la nouvelle a sorti puis il va y avoir un peu de pression. Ça serait n'importe quoi. Ça serait un peu épais qu'il soit pas là. Mais c'est sûr que là, il y a Eddie Hearn qui est là. Eddie Hearn qui est le nouvel agent de Thomas Aspinall qui garoche puis qui crache sur les contrats d'Aspinall, peu importe. Mais ça ne ferait pas de sens qu'il soit pas là. Non, tu sais, ça ferait un beau face-off à la fin, là. Le gagnant, un petit face-off dans l'octogone avec Aspinall, ça serait logique. Moi, je suis même en train de me demander, est-ce qu'on va revoir Aspinall au UFC? Ouais. Tu sais, pour vrai, je suis rendu là. Mais Gane contre Pereira, moi, c'est le combat qui m'intéresse le plus de la soirée. Oui, j'allais dire Firas. Zabi Heyman, j'ai vraiment hâte de voir contre O'Malley. Mais Gane contre Pereira, je pense que c'est un des combats qui peut être le plus compétitif. Moi, je pense que Gane va gagner ce combat-là. Moi, je pense que ça se peut aussi. Je pense que Pereira va être trop pesant sur ses jambes. Il sera pas capable de... On parlait de gestion du poids avec Johan tantôt. Oui, mais Gane, il est habitué d'être un gros bonhomme. Il se déplace, il est rapide. Ouais. Oui, la puissance va être là, mais je pense qu'il va avoir beaucoup ralenti à ce poids-là, Pereira. Moi, je pense que Cyril Gane va gagner ce combat-là par mouvement, vitesse d'exécution. Ouais. Ça luttera pas, là. Non, vraiment pas. Oui. Mais n'oublions pas Cyril Gane, à quel point il est rapide et agile pour son poids. Ouais. Puis moi, ce qui m'avait impressionné, c'était son combat contre... contre le Français. L'autre Français, le champion du monde.
énorme. Je sais. Là, L'autre français. on a un blanc. Voyons, il s'est battu MVP la semaine passée. Voyons, c'est ridicule d'oublier ce... Ngannou. Francis Ngannou. Quand Cyril Gane s'est battu contre Francis Ngannou, moi, ça m'a impressionné comment Gane était gros dans l'octogone. Il avait pas l'air si petit que ça. Non. Autant en épaisseur qu'en masse musculaire. Puis il se déplaçait toujours aussi vite. Tu sais, Pereira n'a pas vu ça dans sa carrière. Gros comme ça. Ça va être intéressant. Puis Cyril Gane a une façon de rentrer-sortir tellement rapide. Un peu comme du karate stand-up. J'ai hâte de voir. Moi aussi, je pense que Cyril Gane peut sortir gagnant. Je pense qu'il va gagner ça. Sean O'Malley face à Eman Zahabi. Gros combat pour Eman qui est sur une séquence de victoire assez solide, qui vient de gagner face à Vera, qui vient de gagner face à José Aldo à Montréal ici. Intéressant. C'est un style, Eman, c'est un style qui est difficile à combattre. Tu parles du style de Sean O'Malley, qui est un sniper, qui est vraiment très très solide debout. Mais le style à Eman, c'est qu'il fait beaucoup de feintes, te surcharge mentalement, que tu sais jamais ce qui va arriver. C'est pas un style qui est très orthodoxe non plus, Eman. La façon qu'il place ses bras en se défendant, très, très inorthodoxe, comme tu as dit. Là. C'est sûr que je vais avec mon cœur. Je vais avec Eman. Compte pas Sean O'Malley pour battu, mais il faut voir qu'il donne une meilleure performance qu'à son dernier combat face à Son Yadong, à mon avis. Moi, ce qu'il m'a démontré dans ses dernières sorties, justement, il m'a pas impressionné. Si vous voulez faire une coupe de pièces, allez gager sur Eman. Parce que, honnêtement, les preneurs au livre, c'est comme s'ils n'existaient pas, pratiquement. Là, et Sugar Sean est favori largement partout. Moi, je vois pas pourquoi Eman ne gagnera pas ce combat-là. Non plus. Honnêtement, Sugar Sean m'a pas impressionné dans ses dernières sorties. Même dans sa run de victoire au championnat, il y a des combats qu'il a perdu, qu'il a gagné, qu'il n'aurait pas dû, qu'il aurait été censé perdre. À voir. Puis j'enlève rien, là. Mais moi, pourquoi pas? Pourquoi pas notre Québécois? Josh O'Kidd face à Derek Lewis. Fight of the night. Ça va être un shit show. Bon shit show. Lewis sera jamais capable de suivre le rythme. J'espère autant qu'on n'aime pas... que t'aimes ou que t'aimes pas Josh O'Kidd, moi, je l'aime. C'est un solide athlète. Oui. Un ancien joueur de la NFL. Ouais. Force de frappe. Il a un cardio de feu. Travaille en volume. Un menton solide. Il n'a peut-être pas jamais reçu une overhand de Derek Lewis dans sa vie. Là. Mais moi, je pense qu'O'Kidd va passer à travers. Ça sera même pas difficile. Moi aussi. J'espère juste que Lewis va toffer un round. Tu sais, mettons qu'on va avoir quelque chose. Je veux pas voir Derek Lewis se mettre à genoux à terre, brûlé par la chaleur. Je le sais. Mais si on peut avoir au moins quelque chose d'anthologie un peu, ça pourrait être vraiment excitant. Mais moi aussi, j'ai Josh O'Kidd. Ça sera pas chic, par exemple. Je pense pas. Je pense pas que ça va être... Ça va être une leçon de technique là-dedans. Effectivement. Michael Chandler qui est apparemment son dernier combat en carrière. Le champ du cygne. À la Maison-Blanche face quand même un gros bonhomme, un gros défi devant lui, je veux dire, là, à Mauricio Ruffi. On lui donne pas de combat facile de sortie. Là, t'sais. Non, mais je pense qu'il n'a jamais voulu des combats faciles. C'est un gamer, là, faut pas y enlever. Pas de grand succès à l'UFC. Seulement 2 victoires en 7 combats, je pense. Ouais. C'est vrai, on l'a dit souvent, il est passé à un coup de poil de devenir champion du monde. Il a attendu le money fight contre Conor trop longtemps. C'est ça, il a perdu 2 ans de sa vie. C'est dommage. 2 ans de carrière, c'est dommage. Mais il est en shape encore. J'aimerais le voir gagner. Ben oui. Moi, j'aimerais le voir gagner. C'est un showman. C'est un showman. Une dernière performance comme ça, justement, c'est un Américain à Maison-Blanche. Pourquoi pas? Tu sais, Ruffi est 13-2. Ruffi est très, très bon aussi. Puis il est pas en fin de carrière. Il a encore de l'année passée. Là. Exactement. Fait qu'à voir. Mais un Michael Chandler en forme, tout peut arriver. Bon, après ça, des combats qui... on se demande un petit peu ce qu'ils font là. Ouais. Peut-être pas Bo Nickel parce que c'est un Américain, puis voilà, mais face à Carl Dawkins. Honnêtement. Dawkins, même lui-même, il a dit honnêtement, je sais pas pourquoi je suis cette carte-là, mais je suis content, tant mieux. C'est historique. Fait que Bo Nickel qui est 8-1, un excellent lutteur. Et Diego Lopez face à Steve Garcia, qui pourrait être, ça pourrait être un show stealer aussi. Là, ça pourrait être un excellent show. Moi, j'adore Diego Lopez. Là. Donne toujours un excellent show. Ouais. Je pense que ça va faire du bien de se battre contre quelqu'un d'autre aussi. Oui, vraiment. Fait que ça pourrait être un autre sleeper sur la carte, mais par expérience, je vois Lopez sortir gagnant. Puis ce show-là, évidemment, les préliminaires, c'est un pay-per-view ici au Canada. Okay. Donc, ça va être sur Indigo, en français. C'est un gros show qui va avoir beaucoup d'histoires
sur les États-Unis. Il va y avoir beaucoup de storytelling entre les combats. Il y a juste 8 combats. Là, fait que, il va y avoir il n'y a pas de préliminaire. Là. Non. Fait qu'il va y avoir beaucoup de temps. On va parler de la Confédération des 250e anniversaire. Fait que ça va être quand même un gros show très, très patriotique américain. Là. Si vous n'aimez pas les Américains en ce moment, c'est peut-être pas le bon show à regarder. C'est qu'il y en a qui te ferment. Mais si ce n'est que pour Ayman Zahabi, au moins zapper ou je sais pas, trouver un moyen de le regarder pour voir notre Québécois, c'est pas rien de se battre là. Puis, regarde, on a un Canadien, c'est lui. Il va porter le Canada sur ses épaules puis il va essayer de shock the world. Pourquoi pas? On parlait des pay-per-view, ça va être sur pay-per-view. Il y a Paramount Canada, Paramount qui a annoncé aujourd'hui qu'il vient de faire un deal avec Canada. Ouais. Ce qui fait que les pay-per-view en 2027 vont être sur Paramount Canada. Ouais. Fait que ça va être intéressant de savoir... Fini le pay-per-view, là. Fini les pay-per-view. Les 13 pay-per-view en 2027 vont être sur Paramount Canada qui s'en viennent ici. Tous les autres combats... Fight Pass, Fight Night. On est encore en discussion avec TVA Sport, que ça se poursuive. Il y a encore 2 années d'option avec TVA Sport. Donc, ils sont en train de discuter avec ça. On sait que l'UFC veut garder un filon francophone. C'est très, très important pour eux. Ça fait 18 ans que l'UFC a un filon francophone québécois. Puis, ils veulent garder ça, c'est sûr et certain. Comment ça va se traduire l'année prochaine? Ben, c'est ça. Ils vont vouloir écouter les pay-per-view, les cartes principales, pas les cartes préliminaires, les cartes principales des pay-per-view. Ça ne sera plus à la télé à la carte, ça ne sera plus à Indigo, ça va être à Paramount au Canada ici. Donc, on embarque sur le même système qui se passe aux États-Unis en ce moment. Voilà. Ça va être le fun pour les Et Paramount, ça va être en français aussi. Donc, ça demeure au moins. Exact, ça demeure en français. Ouais. On veut continuer de t'entendre, Pat? Ben, moi aussi. Tu continues de garder le job, puis vous faites une super job, anyway, à la description. Mais bref, c'est le fun, tu sais. Tu payes un abonnement par mois, oui, mais un mot juste de pay-per-view, c'est 75$. Ah, mais c'est ça, mais l'abonnement par mois. Tu sais, t'as d'autres choses aussi. Présentement, là, aux États-Unis, je pense que c'est 20$ par mois. 20$ par mois, ça te revient à 240$ par année. C'est 3-4 pay-per-view. C'est 3-4 pay-per-view tout seul, tu sais, puis t'as une banque de combat, t'as plein d'affaires. T'as de la télé, t'as plein d'autres choses aussi. Ben oui, t'as plein d'autres affaires. Fait que, tu sais, c'est rentable. Oh, tout à fait. Fait que ça vient de sortir, ça fait qu'on va avoir des nouvelles plus ça a été annoncé sur UFC Canada. Oui, exactement. Parlant d'un autre deal de télé, PFL, qui n'est plus avec ESPN. Ouais. PFL qui discute présentement avec Netflix. Puis, tu sais, on en avait parlé la semaine passée. PFL puis MVP. Ils sont proches. Moi, on avait lancé la ligne à l'eau. Moi, je pense que ça pourrait arriver, là, une copromotion sous Netflix, les deux ensemble. Ben, il y a définitivement au moins un lien, un contact, parce que Jake Paul avait signé avec PFL pour le MMA. Il était censé se battre, c'est jamais arrivé, mais tu sais, donc il y a un dialogue entre les deux organisations. Ça pourrait être intéressant. Tu sais, PFL, ça pourrait être leur chance de reprendre un deuxième élan un peu. Ça ferait du bien, parce que ça ferait une destination où les regarder. Parce qu'on va savoir, tu sais, moi, quand ils ont dit PFL n'est plus avec ESPN, je dis, ah ouais, il est encore avec eux autres. Tu sais, ESPN, dans les 2 dernières années, n'ont pas fait aucune pub pour PFL. Zéro. Moi non plus, je le savais pas. Zéro. Fait que j'étais comme, OK, il commence à être temps que tu t'en ailles de là, mais en même temps, contractuel ou whatever. Mais je pense que il y a ça aussi. Là, tout à fait. Puis Netflix, internationalement, c'est disponible partout. Ah oui. Ça fait que ça va être une destination facile à aller regarder. C'est bon pour le show. Matt, on va finir avec quelque chose qui n'arrive pas souvent. Ouais. Je veux que tu me parles de quelqu'un qui a reçu sa ceinture rouge en Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. Ils sont une dizaine dans le monde seulement à avoir cette ceinture-là. Carlos Gracie Jr. qui a reçu sa ceinture rouge de Jiu-Jitsu brésilien. Je veux que tu m'expliques comment ça marche, combien de temps il faut que tu fasses du Jiu-Jitsu, du début à la fin, parce que c'est phénoménal. C'est quelque chose, comme tu dis, moi je le serai jamais. J'ai commencé bien trop tard pour ça, puis j'ai pas commencé si vieux que ça. Toi non plus d'ailleurs. C'est pas une question de talent. Ben je veux dire, avoir... Oui, non, mais c'est une question surtout de temps, d'être actif le plus longtemps possible. Qui est Carlos Gracie Jr.? Il a reçu sa ceinture rouge il y a déjà, je pense, 4-5 semaines. C'est le président de IBJJF, la Fédération internationale de Jiu-Jitsu. C'est lui le président, c'est un nom super connu dans le Jiu-Jitsu. C'est le fils de Carlos Gracie, qui est un des fondateurs du sport complètement, là, qui a parti avec Helio Gracie à l'époque et tout, les frères.
Pour être ceinture rouge de Jiu-Jitsu, attachez votre sucre, tu dois être ceinture noire pendant au moins 50 ans. 50 ans. Ceinture noire. Ça, c'est une vie. Ça passe d'affaires dans 50 ans. 30 ans. Puis de blanche à noire, c'est un minimum. C'est minimum 8 à 12 ans. Okay? Ça, c'est quand tu commences à l'âge adulte. Mais exemple, on va prendre un enfant qui commence à 4 ans comme ma fille. Il fait toutes ses ceintures. À partir de 16 ans, tu as le droit d'être ceinture bleue. Puis le plus tôt que tu peux être ceinture noire du Jiu-Jitsu, c'est 18 ans. Tu peux être ceinture noire avant ça. Puis c'est quand même exceptionnel. Okay? C'est loin d'être tout le monde. T'es un prodige. T'es un prodige du sport. OK? Fait qu'on assume que t'es ceinture noire à 18 ans. De retour, on se revoit dans 50 ans pour ta ceinture rouge. Donc à 66-7 ans. C'est quand même fou. Faut que tu n'aies jamais lâché. Faut que tu sois actif. Faut que tu sois actif. Faut que tu sois inscrit à la fédération tout le temps. C'est quelque chose. Puis encore là, ça demeure honorifique comme ceinture. Même fait 50 ans, quand même pas tout le monde. Ça prend quelqu'un qui te la donne rendu là. Dans le fond, c'est ceinture noire 9e dan, dans le fond. Ouais, exactement. Au Jiu-Jitsu, comment ça fonctionne? Tu as ta ceinture noire. Après ça, tu as des stripes. Par exemple, tes 3 premiers degrés, c'est aux 3 ans. Après ça, c'est aux 5 ans ou 7 ans. C'est évolutif. Après ta ceinture noire, tu montes à ceinture chorale qu'on appelle, qui est noire et rouge. Donc, ça, c'est après combien de temps? Ça, c'est 3... c'est 10 ans. Ça, c'est après 9 plus 10... Après 19 ans, ça. Okay. T'es 19 ans ceinture noire, tu tombes à ceinture chorale. Donc, noir et rouge. OK? Après ça, tu fais un autre temps là-dessus. Tu passes d'autres degrés. Là, tu as la ceinture rouge et blanche. Puis après ça, le fameux 9e degré, c'est la ceinture rouge. C'est quelque chose, là. Faut pas que tu aies été blessé, faut que tu aies été actif, faut que tu aies coaché, faut que tu sois resté dans le sport, faut que tu aies eu un impact sur le sport. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Faut que tu aies eu un impact, faut que tu aies impliqué dans le sport aussi. Tout à fait. C'est ça. C'est pas juste dire tu payes ta cotisation annuelle, faut que tu demeures, faut que tu te mettes un guide une fois de temps en temps sur le dos dans ta semaine. T'sais. Fait que c'est phénoménal de durer aussi longtemps que ça. On n'en voit pas souvent les ceintures rouges. C'est sûr qu'avec le temps, ils vont en avoir peut-être un peu plus. Mais en ce moment, dans le monde entier, ils sont quelques dizaines. Le 9e dan, c'est le top de Jiu-Jitsu? Il y en a un de plus. Le 10e. Le 10e. Mais ça, c'est une poignée de main. Okay? Je vous parlais des fondateurs tantôt. Carlos Gracie, Helio Gracie, qui est très connu. Là. C'est pas mal celui que tu vois dans tous les gyms comme ça. Je pense qu'ils sont 3 ou 4 à avoir eu leur Red Belt 10 degree, 10e dan, 10e degré. Puis ça, il n'y en aura plus. Okay? C'est honorifique. C'était vraiment pour les pères fondateurs du sport. Mais c'est quand même intéressant. Il y a des trucs similaires au judo. Je veux dire, des ceintures honorifiques comme ça. Mais Carlos... on a vu la vidéo, la cérémonie. Là, c'était énorme. Puis le monde, il se lève, tout le monde est debout, il applaudit. Puis tu vois que c'est pas un party. C'est une cérémonie honorifique. Tout le monde la regarde avec une grande admiration. Puis c'est comme... Tu sais, il y a un... Comme ouf. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vois l'ambiance, on dirait que c'est un respect dans cette ambiance-là. Cette vidéo, c'est quand même cool. Là. Oui, c'était l'espèce de congrès annuel de Gracie Barra, qui est une des grosses associations de Jiu-Jitsu. Tu sais, je te dirais, il y a le temple de la renommée qui existe. Il y a le temple de la renommée IBJJF, comme au hockey, comme dans n'importe quel sport. C'est plus que ça. T'sais, on dit souvent qu'un artiste ou un athlète, on l'apprécie après sa mort. Avoir une ceinture rouge en Jiu-Jitsu, c'est comme si on te donnait ce statut-là, mais de ton vivant. On me donne des frissons d'en parler. C'est comme si on reconnaissait la grande personne que tu étais dans ton domaine. Quand tu es mort, souvent, c'est là que ça se passe. C'est comme si tu avais tes funérailles d'état vivant. C'est aussi gros que ça. Comme je te disais, le mieux que je vais peut-être avoir moi, dans ma vie, je reste en forme et tout, c'est peut-être Coral Belt, mais jamais je vais passer proche de ça. Là. C'est pas 50 ans de Jiu-Jitsu, c'est 50 ans d'impact. Non, mais c'est 50 ans de ceinture noire. Ouais, c'est ça. Black belt. Exactement. C'est pas... Déjà arrivé black belt, c'est quelque chose, mais là, quand ça fait 50 ans que t'es black belt, là, t'as fait du jiu grosso modo pendant 75 ans, genre. Une affaire de fou de même. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est spécial. Okay, vous allez voir là, Carlos Gracie Jr., il y a une vidéo qui est sur les réseaux, là, allez voir ça, marqué Red Belt. C'est assez... c'est touchant, ce moment-là. Oui, c'est un beau moment. Il reçoit, tu sais, c'est un bonhomme quand même, là, on va se le dire. Il n'y a pas le choix. C'est un monsieur maintenant. Il est encore actif, comme je te dis, dans le sport. C'est le président de la BJJF. Il a un gros impact sur le sport, mais c'est quelque chose, c'est le fun. Puis c'est unique à notre sport, des trucs du genre. Les arts martiaux ont ça. On voit pas ça dans tous les sports. C'est particulier. Non, puis tu sais... Bon, OK, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais tu sais, des black belts... Dans d'autres arts martiaux, des fois, tu vas voir, les enfants sont black belt de quoi de main, t'es quand... Les mecs dojo qu'on appelle. OK, ouais, des affaires dans le même. Mais tu sais, là, quand... Puis, c'est pas parce que je veux mettre le jiu-jitsu brésilien over les autres arts martiaux, là, mais il reste que
tu peux pas t'acheter... Ben, tu peux t'en acheter une sur Amazon, mais tu peux pas acheter une black belt. Tu peux pas acheter une ceinture mauve. Il faut que tu l'aies travaillé, il faut que tu l'aies gagné, il faut que quelqu'un te la donne. C'est pas une question de payer pour faire un kata ou peu importe, tu comprends? Puis, il y a des black belts pas légitimes en jiu-jitsu brésilien, il y en a pas dans le karaté, puis il y en a des très, très légitimes en jiu-jitsu, puis il y en a au karaté. C'est pas ça que je veux dire. Je te dis que des enfants black belt en jiu-jitsu brésilien, ça n'existe pas. Ça n'existera pas non plus. Il faut avoir au moins 18 ans. Puis, tu le sais, Pat, le sport du jiu-jitsu, ce qui est particulier, c'est un sport où on roule. On appelle ça rouler, mais on fait des situations de combat. Des rounds de combat, on en fait à chaque cours. Si t'es black belt puis t'en fais pas, à moins que tu sois rendu justement, t'es Carlson Gracie, du coach. Puis encore là, les gars, ça a l'air qu'ils roulent encore. C'est fou, hein? Helio Gracie a roulé jusqu'à 80 ans passés. Okay? Il roulait encore. Évidemment, je choisissais ces gars tous, mais il roulait pareil. Tu peux pas être une black belt de 40 ans. Imagine Helio Gracie choisi. Ouais, toi, t'es comme... Fuck. J'ai peur. Ben, c'est ça. C'est ça. Je sais pas quoi faire. Non. Faut-tu que j'aille fort? Faut-tu que j'aille pas fort? C'est comme... Mais ça doit être incroyable comment il devait être quand même bon. Tu sais, je veux dire, techniquement pis tout. Fait que bref, c'est un sport où maths don't lie, là. Tu peux pas mentir sur le tapis. T'es obligé de te battre. Comme tu dis, il y a d'autres arts martiaux que tu peux ne pas te battre jamais. Fait qu'on le sait pas. Ta black belt est vraie quand tu Joe Rogan avait dit, tu penses que tu sais te battre jusqu'à temps qu'il y ait une black belt de jiu-jitsu qui te mette la main dessus. Exact. C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie parce que c'est vrai. Là. Carlos, même à 70 ans passés, je suis pas mal sûr que c'est nous, ma main dessus. Là, pas peu. Après, on va chercher de l'air à quelque part. Merci de nous avoir suivis encore une fois pour cet épisode 24 du Chaos Show. La semaine prochaine, on n'est pas là. On va revenir le 18 juin pour un autre show. On va débriefer à Maison-Blanche. Débriefer à Maison-Blanche. On espère que la Maison-Blanche va encore exister après ce show. On va juste le monument. Le monument. Continue de nous suivre sur notre page YouTube, sur Facebook, également l'application Chaos Sport. Merci de cette communauté. Toujours. Encore une fois, à toutes les semaines, il y a encore plus de commentaires, encore plus de monde qui nous suivent. Puis c'est le fun. Puis il y a du monde qui nous écoute de partout. On en a parlé tantôt. Du Mexique. Du Mexique. Quand vous nous écrivez ça en commentaire, pour vrai, le plaisir que ça nous fait, continuez de nous le dire. Tu sais, dans le fond, c'est le fun. C'est cool. C'est ça, Internet maintenant. Ça voyage. On se retrouve le 18 juin. Ou bien ça va être le 19. Le 19 juin pour un autre Chaos Show. Salut tout le monde.